Bonjour et bienvenue dans la rubrique de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission. Une émission consacrée aux intégrales Spider-Man. Vous commencez à avoir l'habitude de ce petit rendez-vous. Évidemment, pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Anto. Comment ça va Anto? Très très bien. J'étais très impatient de tourner cette vidéo dans des très bonnes conditions. Voilà. Et Tout à fait. Tu étais impatient d'avoir des bonnes conditions. C'est tout voilà. à fait ça. Et tu Et les as. alors, je les ai pour l'instant, vous verrez au fur et à mesure si les bonnes conditions sont toujours réunies. Voilà. Silence, chat noir. Tu les as. Elles Je sont les ai. idéales. Quel est le principe de cette série de vidéos parce qu'à un moment donné, c'est toujours important de faire un petit point d'étape. Il était Eh une fois. ben, Trop long comme pitch. Il était une fois. oui. On a décidé, Anto et moi, de lire les intégrales Spider-Man. Pour Anto, c'est une relecture. En ce qui me concerne, c'est une découverte encore à l'heure actuelle. Et on se concentre pour l'instant sur la série principale, les intégrales qui regroupent la série The Amazing Spider-Man. Voilà. On a commencé avec la naissance de Spider-Man en 1962. Vous avez une émission par année. Donc autant dire que si vous venez d'arriver, les petits kikis, eh ben, vous avez quelques heures à éventuellement voilà, vous rattraper. On spoil comme des gros tarbas, ce qui est normal parce que les trucs ont quand même 50 ans, donc faut pas déconner. Un 60. peu plus. Oui, 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 mais on gagne du terrain petit à petit. Prochaine étape, hein. Prochaine étape, le maillot Attention. jaune, tout ça. Ah oui, attention Zeb Wells, on arrive. Pas du tout. Je les ai lus, les 5 premiers épisodes. On en parle? Non, c'est pas le Non. sujet. Non, non, non. Déjà que tu m'as spoilé Nick Spencer Oh là de là, manière absolument froide et je lui ai consommation. violé son Nick Spencer. Après, est-ce que ça faisait pas 2 ans que Soren était en suspens chez moi? Bon, voilà, je pense qu'il y a des raisons aussi qui font que. C'est dommage quand même qu'ils soient en suspens. Vraiment. Ben, je peux pas, je devais lire des intégrales Hulk, je devais relire des intégrales Spider-Man. On devait faire des choix. Alors, les intégrales Spider-Man, tu devais, oui. Hulk, personne t'a forcé. C'était trop bien et on en parlera au détour d'un Voilà, un jour. prochain. Ça tease, pas du tout. Et donc, Kiss. on arrive sur cette intégrale 1968. Et c'est évidemment un énorme plaisir. Et donc, eh ben, je te propose qu'on ouvre le bal tout de suite. Hein. Tant qu'à On faire, comme commence, d'habitude, ouais, on fait épisode par épisode. très bien. Et puis, à chaque fois, on vous explique un petit peu de quoi ça parle, quelques petites anecdotes si on en a, et puis surtout, on vous donne nos avis. Voilà. Alors là, tu vois, il peut y avoir des screens, je vais marquer la Bible, tu vois, sur ton truc. Magnifique. Non, c'est pas le Attention, genre de la maison. merci C'est pas le NordVPN. genre. Oh putain, quelle indignité. Allez, Alors, tout ceci sera coupé au montage. Non, j'ai pas le temps. Et donc, c'est toi, c'est toi qui attaque avec l'épisode 56 de janvier 1968. Mon Dieu, wow, mais quelle qualité de c'est miniature. incroyable. Ah C'est ouais, incroyable. Franchement, je l'avais pas vu en plus. Je découvre en même temps que les autres. Voilà, quel c'est menteur. c'est totalement faux, bien sûr. C'est incroyable. Amazing Spider-Man 56, donc on reprend directement la suite du numéro 55. Vous me direz, c'est logique, puisqu'on est sur la suite et fin de l'arc en 2 parties de mémoire, ou 3 parties, je sais plus, avec Oui, Doc Ock, le retour de 4, je Doc crois. Ock. Non, 4. Ouh, je crois. Je crois qu'il y a trois numéros en 67 et là c'est le quatrième. On est vraiment sur Qu'est-ce qu'elle un est bien gros préparée. truc. Qu'est-ce qu'elle est bien préparée, cette émission. C'est ça, hein. Euh, je sais plus. Franchement, je sais plus. Je dirais 3, comme ça, moi, on coupe la poire en deux, puis Sébastien nous corrigera. Alors, Oui, je- Planète Strange, tu nous regardes, on t'embrasse. du Attends coup, que on je te dise pas reprend. de bêtises. Ouais, vas-y, comme ça, au moins, on a vu. Et non, non, pour moi c'est 4, hein, parce que là je vois 3 couvertures avec Doc Ock. Bon, bah voilà, 4. Donc là ça fait 4. C'est un 4, du coup. Ah, il la ferme Épisode. sa gueule, le spécialiste. Le spécialiste. Petit. Je suis pas spécialiste, ok. Alors, Euh, de quoi ça parle? du coup, bah, on retrouve un Spider-Man hypnotisé par le nullificateur, hein, cette fameuse machine dont on avait dont on n'avait pas tari les éloges lors de l'émission précédente. La machine qui fait Euh, tout. la machine, ouais, voilà. C'est la machine qui fait le café, la machine qui fait les vidéos, la machine qui hypnotise des super-héros. Voilà. C'était vraiment le top du top. Et du coup, il se trouve que Spider-Man est contrôlé, un peu manipulé par Doc Ock, qui lui fait croire que c'est son complice de toujours.
et que du coup, il a toujours été un criminel, en fait. Et du coup, c'est très intéressant parce qu'on découvre que Spider-Man va petit à petit se poser des questions, va se rendre compte que la situation est louche et que du coup, tout n'est pas vraiment comme il le sent au fond de lui et que tel que son sens d'araignée comment dire, lui présente les choses. Et c'est un épisode qui est très cool, qui conclut vraiment bien l'arc en question, qui était déjà, je trouve, plutôt intéressant avec le retour de Doc Ock. Et ce que j'aime particulièrement, c'est que c'est ce qui a servi d'inspiration aussi pour l'animé de 94. Il y a beaucoup d'inspiration dans cette intégrale, je trouve, pour l'animé de 94, et celle-ci en fait partie, puisqu'il y avait un arc dans lequel Doc Ock rendait Spider-Man amnésique et lui racontait n'importe quoi pour le faire travailler pour lui. Et du coup, c'est D'accord. vraiment quasiment ligne pour ligne ce qui se passe dans cet épisode-là. Autre chose notable, c'est la première apparition donc, de George Stacy, alias le papou, hein, le padré donc de Gwen, qui fait son apparition, qui va collaborer avec les services de police et avec John Jameson dans le but de retrouver Spider-Man et de savoir un peu démêler le vrai du faux. Je vais mettre des petites images, j'en profite tant que ça marche à peu près. Et du coup, c'est intéressant aussi parce qu'il va, entre guillemets, d'emblée prendre parti pour Spider-Man et on va découvrir que c'est quelqu'un qui, tout au long de cette année-là, va essayer d'en savoir plus sur son état d'esprit, sur son comportement, sur ses motivations. Et ça va un peu être sa caution salvatrice en fait, face à des Jonah Jameson et autres détracteurs du tisseur de toile. Donc voilà, un très très bon épisode d'entrée qui consolide. Enfin, pour moi, ce sera un peu le mot de cette émission, c'est le mot consolidation, dans le sens où il y aura pour moi rien d'exceptionnel. Par contre, ça continue vraiment à développer très très bien la trame narrative de Stan Lee. Voilà. Et oui, de toute façon, il n'y a pas énormément de trucs à rajouter. J'ai bien aimé. Alors, c'est vrai que tu vois, le nullificateur, il a ce petit côté machine qui est complètement, elle est tellement what the fuck que c'en est un petit peu ridicule. Mais du moment où tu fais, enfin c'est même pas que tu fais abstraction que ça, mais du moment où tu te mets dans le contexte de l'époque et que c'est un des délires du moment d'avoir des machines qui peuvent éventuellement tout faire. Enfin tu vois, on est bien dans les délires de l'époque, je trouve. Globalement ça marche bien. Le fait que ce soit une histoire qui soit finalement en 4 parties. Je sais pas si c'est rare, si c'est pas la première fois depuis qu'on a recommencé les intégrales. J'ai pas souvenir en fait d'une histoire qui soit en 4 parties. Je trouve que c'est long quand même, tu vois, pour l'époque. Et c'est pas fait du tout pour me déplaire, loin de là. Mais je trouve que déjà on est dans l'idée de développer beaucoup plus certaines parties. Généralement, quand il y a des gros développements, on a vu que c'était plus en 3 épisodes. Là, pour le coup, c'est 4. Et voilà, je dis ça, c'est juste histoire de le noter. Je trouve que c'est pas inintéressant. Et comme d'habitude, ça fait super plaisir de revoir Doc Ock, de revoir aussi, je sais pas comment on peut les appeler, mais son gang, sa petite armée privée. Oui, oui, ouais. Les anciens complices comment dire, du master planner, en fait, le maître Voilà. des stratèges, je sais plus comment il s'appelait. Là. Ouais, c'est ça, ouais. Et ou le stratège. Ou le stratège tout court en VF. Je crois que c'était le stratège. Et donc, ça fait quand même bien plaisir de le revoir aussi, cette petite armée privée. Et alors, dans les trucs que j'avais notés, dans mes petites annotations, j'avais noté que Tante May croit toujours, encore et toujours, que Doc Ock est un mec bien. Ça continue à nous Ouais. poursuivre. Elle a vraiment un problème, cette personne-là. C'est quand même. Gros problème la vieille, mais Il va encore là, lui arriver des bricoles, hein, bien sûr. ouais, tout à fait. Et donc Peter est encore et toujours amnésique. Ouais, voilà. Donc en fait, l'arc se termine, mais pas vraiment. C'est-à-dire que l'arc principal avec Doc Ock se conclut, mais on est toujours dans cette idée de serial qui continue. Et là, on est vraiment dans un truc très différent de ce dont on parlait au début des émissions, finalement. C'était vraiment un épisode, un one-shot. Là, c'est vraiment, ça continue presque sans s'arrêter. Et on arrive un peu à distinguer des arcs, un peu à la façon des arcs finalement contemporains de comics qui sortent. Et c'est plutôt cool. Et je sais plus ce que je voulais aussi rajouter là-dessus. Oui, et donc, étant donné que Spider-Man, en fait, a aidé le Doc Ock à voler des trucs, si je dis pas de bêtises, c'est dans cet épisode, il est recherché par la police. Tout à fait. Voilà. Et c'est pour ça que Stacy prend sa défense Voilà. face Et à l'armée. et c'était à propos de Stacy. Moi, dans mon imaginaire, il n'était pas retraité. Ouais.
Bah ouais. Moi, dans mon imaginaire, il était capitaine de police, mais là, on nous dit qu'il est à la retraite. Actif, hein, on va s'en rendre compte comme retraité. Pas mal. Ouais, ça va, ouais. Hein, il a toujours ses entrées, c'est sûr et certain. Mais moi, je pensais qu'il était toujours actif, et non, c'est Ouais. un jeune retraité. Bah, ils ont pris cette décision-là dans Amazing Spider-Man, le film, du coup, d'en faire un capitaine de police vraiment actif pour le coup. Et c'est peut-être ça qui t'a parasité, je sais pas. Si, c'est sûr et certain que c'est ça, et aussi parce que je me dis que le fait qu'il soit retraité, en fait, c'est un peu problématique qu'il ait quand même toujours autant de contacts et qu'il donne toujours autant de coups de main à la police au final. Mm. Tu vois, c'est le côté qui est un petit peu brinque-ballant, mais enfin bon, voilà, il n'y a rien de foufou non plus. Après, on le verra, mais il est toujours convié à des réunions un peu de célébration de tels trucs, comme un membre un peu, comment dire, fondateur finalement de la police de New York. Donc c'est plus malgré lui, je trouve, qu'il se retrouve coincé dedans, et je trouve que c'est suffisamment crédible dans la manière dont c'est raconté, en fait, pour pas que ça me choque moi personnellement. Après, je suis sûr que ça peut. Ouais. Et ça fait bien, enfin ça fait bizarre si tu veux des fois quand tu as des scènes avec lui et Gwen et que tu sais que dans quelques années, bah, tout ce beau monde sera mort, quoi. C'est tellement bien dit. C'est tellement bien dit. Des Non, mais cadavres ambulants. C'est incroyable. non, mais c'est très bizarre parce que du coup enfin voilà, Ah, c'était encore une époque où tu avais des morts qui pouvaient subvenir et enfin survenir et qui étaient réellement impactantes. totalement. Une Si plus grosse aussi. Enfin, on commence à voir Robbie Robertson aussi tranquillement mais doucement avoir un peu plus d'importance, quoi. Il parle un peu plus, il est plus actif, je trouve, au Daily Bugle, et ça va se confirmer dans les épisodes suivants. De toute façon. Voilà, juste ça aussi qu'il fallait rappeler. Alors, je te demande juste une toute petite seconde. Je t'en prie. Voilà, puisque la cover 57 n'était pas importée dans le logiciel et je viens de le faire. Allez, soucis techniques, hein, toujours. Et on peut passer à l'épisode suivant si tu es d'accord. Totalement. Bah, c'est toi qui va le chroniquer, de toute façon. Mais tout à fait. Et donc, là, on est sur l'épisode 57 datant de février 68. Au scénario, une petite particularité qu'on va retrouver en fait tout le long de cette année 68, c'est-à-dire qu'on a Stan Lee et John Romita Sr. qui vont en fait, si je ne dis pas de bêtises, mais c'est pas très bien expliqué par Panini, comme d'habitude, qui vont, si, on pourra en parler, qui vont travailler en fait ensemble à l'écriture du scénario. Les dessins sont signés de John Romita Sr., mais il est plus en fait dans l'idée de faire des esquisses, si je comprends bien. Les finitions sont assurées par Don Heck et l'ancrage est assuré par Mickey DeMeo. Alors avec mon accent toujours. Hein, qu'on avait déjà vu à l'ancrage il y a quelques épisodes en arrière, je crois. Tout à fait. Tout à fait. Et Don Heck, si je dis pas de bêtises, qui fera aussi une grosse carrière d'encreur, parce que j'ai entendu. Je me rappelle avoir vu Don Heck sur d'autres trucs, même 20 ou 30 ans plus tard. Comme Tom Palmer d'ailleurs. Qu'on salue. On va faire un jeu. Alors, ensuite, de quoi ça parle? Spider-Man est toujours amnésique, donc c'est quand même toujours autant problématique parce qu'il ne sait pas qui il est, et il va essayer de mener en fait sa petite enquête pour savoir, voilà, quelle est sa véritable identité. Il va demander au capitaine Stacy et au colonel Jameson, qui évidemment ne vont pas pouvoir vraiment lui répondre, si je ne dis pas de bêtises. Tante May, égale à elle-même, va nous faire une petite syncope, parce que elle s'inquiète, ça fait quand même quelques jours que Peter donne pas de nouvelles, donc c'est très très compliqué. Si je dis pas de bêtises, Spider-Man va aller voir Jameson pour essayer d'avoir de lui demander en fait qui peut être son identité. Il a deux doigts d'enlever son masque et puis finalement il va s'arrêter. Je crois que c'est à ce moment-là. Hein. Il a deux doigts de lui enlever son masque avec John et George, hein, c'est ça? Ouais, je crois, ouais. J'ai perdu la mémoire. Oui, je crois que c'est là, il me semble. Alors le souci, on va pas se Après, mentir, c'est qu'on est qui fait sur des irruption dans le bureau. épisodes qui sont super riches. Ouais. Et vu que ça fait déjà quelques jours qu'on l'a lu, c'est pas impossible qu'on se mélange un petit peu les pinceaux. Donc je sais même pas si c'est à ce moment-là ou si c'est l'épisode d'après. Moi je crois que c'est l'épisode d'après. J'en sais plus rien du tout. Putain, on n'est pas bon. Non, c'est cet épisode-là. Cet épisode-là, bon. Ouais, page 12. Et au-delà de ça,
Dernière. Dernière. En bas à droite, connard. Ah oui, c'est bon, je l'ai. Et un autre truc qui est intéressant, parce qu'on est toujours dans un univers partagé, on a Khazar, Mm. que je connais finalement que très très peu et surtout très mal, qui fait irruption, qui débarque à New York, et Jameson va le convaincre d'essayer d'aller botter le cul à Spider-Man. Et donc il va y avoir un combat entre les deux. Spider-Man va se faire mettre KO, et à la fin de l'épisode, ce sera un cliffhanger où Spidey est KO, il sombre au fond de l'eau. Est-ce qu'il va s'en sortir? On le saura au numéro suivant. Mais vu la carrière qu'il a fait, Spider-Man, on se doute qu'il va s'en sortir. Qu'est-ce que j'avais spécialement noté? Pas grand-chose. Le retour de la numérotation, j'avais marqué, mais ça, je vais pas tellement le redire tout au long de cette année parce qu'elle va faire des allers et retours, la numérotation des pages. Il y a des fois, elle sera présente, des fois, elle ne le sera plus, des fois, elle ne le sera que partiellement. Donc, bon, voilà. Et puis, voilà, cette intervention de Khazar qui est plutôt sympa parce que ça permet de faire venir un autre personnage, voilà. Mais j'ai pas noté grand-chose de plus. Si, que John Romita, Don Heck, malgré tout leur talent, ne savent pas vraiment dessiner des tigres à dents de sabre. Alors, est-ce que tu as déjà vu un tigre à dents de sabre? Alors, oui, pour Est-ce le que tu coup. peux me dire que ce n'est pas dessiné comme ça? Alors, le problème, c'est pas tellement qu'ils soient dessinés comme ça, c'est que ces canines soient autant amovibles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, soit tu décides de les mettre au niveau des canines, soit derrière les oreilles, mais il va falloir faire un choix. Voilà. Oh là 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 là, c'est terrible. Moi, ce que je retiendrai, c'est que l'intrigue au long cours, finalement, continue son bonhomme de chemin, puisque Harry commence à se poser des questions enfin, continue à se poser des questions sur Peter. Il soupçonne que c'est Spider-Man qui l'a enlevé. Enfin bon, on sent qu'il n'est pas très proche de la vérité, mais il n'est pas très loin non plus. Il comprend qu'il y a un lien entre les deux qui est plus qu'existant. Et alors j'ai noté en effet que la vieille était toujours à l'hosto, ça par contre tu as tout à fait raison, et que Khazar, à la manière d'un McGargan finalement, ou même d'un Spencer Smythe, dont on parlera un peu après, est l'une des innombrables personnalités engagées par Jameson, encore une fois. Enfin, il faut croire que le gars n'a toujours pas compris la leçon. Et c'est ça qui peut déplaire un peu avec Jameson, c'est ce côté où finalement ils l'ont beaucoup utilisé comme détracteur, et au tout début de la carrière du personnage, tu voyais pas vraiment l'évolution sur le long terme. Ça passait vraiment du mec qui voulait détruire Spider-Man au mec qui se rendait compte de sa connerie. Puis le numéro d'après, il voulait redétruire Spider-Man en engageant une nouvelle personne. Donc c'est un peu le cycle qui commence à tourner en rond. Et c'est que bien plus tard qu'on arrivera vraiment à un Jameson un peu plus nuancé. Mais là, pour l'instant, c'est pas choquant non plus. Et Khazar, c'est, comme tu disais, un très bon ajout. Moi, je connaissais le personnage très brièvement, et enfin très bref, enfin de manière très concise. Et le fait de le voir un peu, enfin de le revoir pour le coup dans cette intégrale, ça m'a fait plutôt plaisir. En plus, il est magnifiquement mis en scène par Romita et par Eck, du coup, et les scènes d'action sont vraiment très virevoltantes, à l'image d'un combat entre deux gladiateurs. Et c'est plutôt cool. Voilà. Et ça, tu vois, ce sera vraiment aussi le truc, mais tout au long en fait de cette intégrale, c'est que je trouve que les scènes d'action sont vraiment balèzes, quoi. Et même pour l'époque. Même Le pour l'époque, découpage. je trouve ça vraiment joli. Ouais. Et il y a un autre truc aussi qui m'a assez marqué, tu vois, dans cette intégrale. Je sais pas si c'est le moment en fait de le dire, mais c'est pendant que j'y pense. Toutes les premières pages de cette intégrale, toutes, elles sont toutes absolument iconiques. Ouais. Je les trouve toutes absolument géniales. Vraiment. À chaque fois, on démarre sur une pleine page avec le titre, tout ça, et à chaque fois, c'est un truc qui fonctionne vraiment, vraiment très, très bien. Et je trouve qu'au fur et à mesure en fait de l'année, ils vont encore plus s'amuser là-dessus et vraiment, vraiment jouer avec ça. Pour que dès que le lecteur en fait il arrive, il ouvre à la première page, bim, c'est soit tout de suite un coup de poing dans l'estomac. Ouais, Voilà. complètement. Là, on commence à rentrer dans le Spider-Man blockbuster en quelque sorte. Le titre vraiment comment dire, qui tire tous les comics de l'époque. Alors il y avait Fantastic Four aussi, mais Spider-Man évidemment, voilà, sans hésiter, qui vraiment veut en mettre plein les yeux et veut montrer que c'est vraiment le titre phare à suivre chez Marvel, quoi. Tout à fait. Voilà. Oui, voilà. Moi, j'avais pas tellement. On se quitte là-dessus. Non, mais après, voilà, j'ai pas tellement d'autres trucs à dire dessus, quoi.
Non, non, non. Puis, de toute façon, on va avoir de moins en moins de choses à dire de toute façon sur les épisodes individuels parce que on arrive sur des arcs sur le long cours. Et je pense qu'il y a de ça aussi. Peut-être que dans les prochaines émissions, on va peut-être regrouper en fait les épisodes suivant les arcs. De toute façon, on s'était dit que les premières années, ça valait vraiment le coup de faire épisode par épisode. Et ensuite, c'est pas impossible qu'on regroupe par arc narratif, quoi, parce que Après, en soi, on peut faire ça, on peut faire ce qu'on fait actuellement, mais si on passe que 2 minutes ou 3 minutes sur un épisode, c'est pas grave non plus, tu vois. oui, À un non, bien moment, on l'a sûr, traité, et puis vaut mieux passer plus de temps sur les épisodes pour lesquels c'est nécessaire. tout à Et il fait. y en a d'ailleurs, il y en a dans cette intégrale. Il y en a un paquet. Il y en a un paquet. Il y a vraiment, vraiment des trucs qui sont chouettes, qui sont peut-être moins marquants pour le personnage, moins légendaires, mais marquant si c'est marquant. Peut-être moins légendaire, mais que moi je trouve absolument fantastique. Mm. Mais est-ce le cas du prochain épisode, le 58? Prochain épisode, donc voilà, numéro 58, avec en couverture le retour de l'anti-araignée, du coup, qui avait été présenté dans les épisodes de l'année 65, si je dis pas de bêtises, si ma mémoire est bonne. Donc là, qui revient avec le retour donc, de Spencer Smythe, le scientifique fou qui faisait alliance avec Jameson pour capturer Spider-Man. Dans cet épisode, Spencer Smythe est beaucoup plus proche du fou qu'on connaît dans les numéros plus récents. Là où dans ses premières apparitions, il était beaucoup plus tranquille, un peu plus invisible finalement dans l'histoire, parce que c'était surtout Jameson qui prenait le pas sur lui. Là, on le voit, on découvre une facette de sa personnalité qui est très sournoise, très obsessionnelle. On sent qu'il en a vraiment, il a envie de se venger de Spider-Man, il a envie de se venger de Jameson aussi quelque part, et il va du coup lui prétexter une nouvelle version de son anti-araignée, puis au final, il va prendre les commandes un peu. En voyant que ça fonctionne pas bien, et il va décider de s'attribuer tout le mérite en fait de cette chasse à l'araignée. Et j'aime beaucoup cette facette un peu ultra criminelle du personnage, tel qu'il sera de toute façon et tel que son fils le sera dans les prochaines années. On a évidemment la fin aussi de la prestation, du retour de Khazar en quelque sorte, puisque Khazar va sortir Spider-Man de l'eau et le contact avec le froid, le contact thermique va lui faire justement ressurgir tous ses souvenirs. Donc on a vraiment le point final de tout cet arc qui aura duré, mine de rien, très très longtemps sur l'amnésie de Spider-Man. Après ça, Khazar va plier les gaules et va rentrer chez lui de manière assez immédiate, parce que du coup, il va falloir laisser la place à l'anti-araignée. Et on repart dans une histoire finalement plus classique du personnage, avec toujours en fond les personnages secondaires, comme par exemple Ned et Betty, dont on nous rappelle qu'ils sont sur le point de se marier. Et puis sinon, une chasse à l'homme assez efficace entre Spider-Man qui va devoir redoubler d'ingéniosité comme à chaque fois pour échapper à l'anti-araignée. Puisque cette fois, ces anciennes ruses ne marcheront pas, un peu comme tous ces super vilains finalement. Et il va s'en sortir d'une manière assez intéressante, puisque il va retourner l'anti-araignée contre son créateur en se retournant dans le labo de Smythe, au contact avec les autres araignées, pour brouiller un peu le signal et l'empêcher de vraiment réussir à choper Spider-Man, quoi. Et c'est plutôt cool. Et au final, voilà, ça se termine sur Peter qui retrouve Khazar pour une dernière apparition. Et puis on embraye directement sur la suite. C'est pas un épisode très marquant par son scénario, mais on a encore Ouais. une fois des très belles planches de Romita et de Heck, puisque on a des passages qui se déroulent sur des murs, on a des passages qui se déroulent sur des ponts, on a des passages qui se déroulent dans la ville. Enfin, il y a vraiment une plasticité, une variété d'environnement dans cet épisode. C'est plus un travail technique, une espèce de défi technique finalement qui se sont donnés, qu'une vraie invention scénaristique bouleversante, quoi. Et c'est un très bon épisode, et on boude pas notre plaisir devant, comme tous les épisodes jusqu'à présent pour le coup, hormis certains agneaux. Oui, mais c'est ça, hein, c'est que c'est des épisodes qui fonctionnent très très bien. Et tout au long de cette intégrale, j'ai eu du mal à, à m'arrêter en fait de lire pour prendre des notes entre chaque épisode, ce qui est Ouais, un excellent signe. c'est sûr. Ça veut dire que tu vois, t'es vraiment dedans, que pour moi la lecture est vraiment fluide. Et qu'est-ce que c'était agréable. Mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai que cet épisode et la construction, on est vraiment sur. J'ai l'impression qu'on est un petit peu entre deux époques. À la fois sur la construction, ça fait vraiment penser à la première fois qu'on a vu Mm. Smith. C'est ça, hein, Smith. Ouais, Smith, ouais. Will. Et en même temps, quand on regarde le design de son nouveau robot, on n'est plus du tout au début des années 60. Vraiment.
Le design du robot a complètement changé et déjà on est en train de changer d'époque. Le premier robot faisait vraiment penser à des trucs qu'on pouvait voir dans les films comme par exemple Ed Wood. Tu connais Ed Wood? Bien sûr, bien sûr. Tu connais Will Smith, toi, ou Spencer Smith parce que... Pourquoi? Will C'est Smith. Smite, c'est pas Smith. Smite? Oui. C'est pareil, frère. Smite, Smith. Alors, me fais pas chier avec Ed Wood, ok? T'aurais dû regarder Ed Wood. Putain. Ouais, bah, ça sera le running gag. Mais non, il pourra pas running. Il pourra pas running. Il y a un moment donné, on arrivera aux années 70, c'est plus l'époque, après c'est fini. Ça va, il me reste 2 ans. Bah non, techniquement plus qu'un. Ouais. Et oui, et oui. Alors. Et sinon, qu'est-ce que j'avais noté moi sur cet épisode? Le départ de John Johnson aussi, qui lui aussi plie les Gaules après le colonel, 6 épisodes de bons et loyaux services dans le but de protéger le nidificateur qui ici a terminé sa mission et on le reverra très très prochainement puisqu'il aura d'autres choses à nous raconter. Je n'en dirai pas plus pour l'instant. Oui, parce que surtout que je ne le sais pas. Et bah oui, moi je te spoile pas. Voilà. Et qui marque aussi un... Ah merde, putain, on a passé toute l'émission comme ça, là. Bah oui, mais je pensais que c'était volontaire. C'est pour ça que j'ai rien mais dit, non, pas du tout. Pas du tout. Vous allez bien? C'est juste pour le pitch, en fait. Ouais, juste pour le pitch. Okay. Ouais. Même pas, je les mets normalement 20 secondes, et puis après, voilà. Mais j'ai oublié de les enlever. Et qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Ouais, si, Tante May est encore dans les vapes. Hein. Voilà. Oui. Tante May, la vieille, les vapes, 2 épisodes. Toujours très important. La moitié de son temps, la vieille, elle est dans le coma, hein, quand même. Ouais. Bref. Est-ce qu'on passe à l'épisode 59? Oui, allons-y. L'épisode 59. Oh là 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 là. Déjà, il faut que je retrouve la cover. Un épisode magnifique qui date donc de avril 1968. On retrouve toujours les mêmes, Stan Lee, John Romita Sr., Don Heck. À l'ancrage, cette fois-ci, par contre, c'est Mike Esposito. Qu'est-ce qu'on sait quoi déjà l'histoire du 59? Alors oui, ça y est. Donc Spider-Man est toujours recherché par la police, toujours. Ouais. Et donc du coup, Parker, étant donné que lui, il est encore soi-disant disparu, et ben Parker est recherché aussi. Peter va se précipiter en fait pour aller voir Tante May, c'est ce qu'il essayait de faire en fait dans l'épisode d'avant, avant que l'autre con avec son robot en fait n'intervienne. Et donc l'empêche d'aller voir sa tante, et donc il réussit quand même à aller voir sa tante, à la rassurer, à lui dire bah voilà, coucou Tati, je vais super bien, ce qui fait que du coup Tante May va super bien aussi. Peter Parker va être interrogé par la police pour savoir un petit peu qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi à un moment donné il avait disparu, et ça va être la première vraie rencontre entre Peter Parker et le capitaine Stacy. Tout à fait. Sur ces entrefaits, on a toute cette bande de jeunes absolument dingues. Stacy, Peter, Harry qui vont aller danser dans un club où Mary Jane est en train de travailler, qui s'appelle le Agogo. Agogo. Fais-moi penser à un moment donné, il faudra qu'on fasse un point Geneviève Coulon. Après, c'est pas possible que ce soit la traduction littérale pour le coup. On va savoir, mais il va falloir qu'on fasse un point Geneviève Coulon à un moment donné dans cette émission. Et donc, ils y vont pour passer une bonne soirée. Le capitaine Stacy est là aussi. Sauf que ce club est en fait une couverture pour la mafia. Et à l'intérieur de ce club, il y aurait un nouveau méchant qui s'appellerait, si je ne dis pas de bêtises, le brainwasher, le laveur de cerveau. Très bien. Littéralement. Non, mais j'ai un accent de merde, mais je sais quand même parler un minimum anglais. Faut quand même pas déconner. Faut pas tout confondre. Un minimum, j'ai dit. Et donc, en fait, on va s'apercevoir que MJ, son boulot, en fait, ça va être de photographier les gens importants. L'appareil photo est en fait truqué. Ça va permettre d'hypnotiser ces personnes pour les emmener dans les coulisses, pour leur laver le cerveau, que ça devienne en fait, ni plus ni moins, pas des zombies, mais des esclaves à la solde du brainwasher. En gros. La fin de cet épisode, pareil, qu'est-ce qu'il est bien rythmé cet épisode. Enfin, tu vois, c'est rythmé, c'est magnifique. La fin de cet épisode, il est incroyable puisque le cliffhanger, en fait, tu te rends compte que le brainwasher n'est autre que le caïd qui est déjà de retour, notre gros pépère, et que je trouve absolument magnifique. Alors après, j'ai noté pas mal de trucs en fait sur cet épisode où pour moi il y avait vraiment beaucoup de choses qui m'ont marqué. Le capitaine Stacy donc qui
nous révèle qu'il fait une enquête sur Speedy et qu'il commence à établir le profil de la personne sous le masque. On voit que le mec, c'est vraiment un ancien et qu'il commence déjà à faire des recoupements pour essayer de dégager un profil. Quelle est la personne qui peut se cacher sous ce masque-là? Et ça, c'est super intéressant. J'ai beaucoup aimé le brainwasher de la manière dont il est montré avant qu'on sache que c'est le caïd, où ça fait encore une fois vraiment penser au film de James Bond. On est vraiment... je crois que c'est Dr. No, hein, toi qui es fan de James Bond. Mais Quand alors, tu les le Sean vois de Connery, dos comme ça. Ouais, alors je dirais pas de bêtises, les Sean Connery, je les ai pas tous vus. Donc, Et bah, moi, je les ai tous vus, mais du coup, j'ai un petit trou de mémoire, mais je crois que Et c'est je ça. crois, de toute façon, c'est époque Sean Connery, ça c'est sûr. Ah oui, oui. Et voilà, que je trouve vraiment bien. On voit aussi dans cet épisode un gros rapprochement entre Peter et Gwen. Mhm. On n'est pas encore sur une levrette claquée, mais ça ne saurait tarder. De la poésie. Bonsoir, ce sera coupé au montage. Non, c'est toujours pareil, j'ai toujours pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, les gars. Mais on sent qu'il y a vraiment un rapprochement entre les deux. J'ai noté également le look de MJ avec cette robe, pas à paillettes, à plaquettes. Ouais. Qui sont de la même couleur que les briques du mur de la page 17 d'ailleurs. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. voilà, Mais que j'ai trouvé magnifique. Voilà. Le concepteur de la machine à hypnotiser qui a vraiment une gueule, mais affolante, parce qu'il a vraiment une gueule de scientifique pure souche. Bah, il me fait penser à Otto Octavius, moi, en fait. Un peu, mais avec des plus grandes dents, Ouais. enfin, tu vois, un Otto Octavius, mais qui se serait arrêté en CAP. C'est particulier. Voilà. Après, je sais pas ce que tu en as pensé de cet épisode. Moi, je l'ai trouvé Alors, classe. c'est marrant parce que hier, je lisais un one-shot dessiné par Romita aussi, senior, et scénarisé par Stan Lee sur Spider-Man et Daredevil, dans lequel il y avait aussi un scientifique de ce genre-là qui bossait avec le Caïd. Donc je trouve que le rapprochement est plutôt cool. Je viens juste de percuter. Et Romita expliquait, il y avait un petit cahier graphique qui expliquait comment il dessinait ses personnages secondaires de ce genre-là. Et il essayait justement de ne pas trop les typer façon nerd ou façon machin ou façon vraiment reconnaissable d'une case particulière. Et pour le coup, bah là, en effet, c'est plutôt raté. On sent que c'est quand même un dessinateur qui aussi apprend sur le tard et qui, voilà, à quelques moments doit perfectionner son dessin. Mais le reste du temps, c'est quand même magnifique. Et comme tu l'as dit, sa Gwen Stacy, sa Mary Jane Watson, elles sont absolument somptueuses. J'aime beaucoup, c'est les premiers rapprochements entre Spider-Man et Mary Jane, pour le coup. C'est une des premières fois où il va lui sauver la mise, ce qui sera toujours le cas dans les films de Sam Raimi, pour le coup, mais là, c'est une des premières fois dans le comics, donc c'est plutôt cool. Et puis j'aime bien le fait qu'elle a un rôle un peu plus central dans un numéro, parce que jusque-là, elle était assez secondaire et tu la voyais plus comme personnage de soutien. Et là, elle a vraiment une responsabilité dans l'histoire et j'aime assez. J'aime assez cette approche-là, surtout qu'elle lui donne un boulot qui est dans ses cordes et qui va vraiment jouer sur le fait que c'est une personne qui aime se mettre en scène, qui va vraiment cacher son mal-être et ses problèmes familiaux à travers cette espèce d'exubérance. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis j'ai noté aussi comme tu disais, voilà, les rencontres au sommet entre Peter et George, ces espèces de deux fanboys de Spider-Man qui vont se faire interrompre par Gwen Stacy. Et j'aime assez le trio, je trouve que ça fonctionne bien. Et c'est vrai que quand on se dit qu'il y en a 2 sur 3 qui vont claquer, bah voilà, c'est assez particulier. Mais très très bon épisode et très très cool d'avoir vu une intrigue un peu plus terre à terre, parce qu'on sort d'une intrigue très comment dire, très fantastique avec Khazar, avec la machine, le minificateur de Doc Ock. Et là, on revient sur quelque chose en effet de plus mafieux, qui n'est pas sans rappeler les intrigues autour du Grand Homme et de la guerre des gangs qu'il y avait eu quelques années auparavant. Voilà. Voilà, je pense qu'on peut enchaîner sur le suivant. Ouais. Donc Amazing Spider-Man 60, du coup. Donc on est 10 numéros après la première apparition du Caïd, et donc là il revient en effet dans celui-ci, donc amère victoire. Ça commence par une planche, voilà, une pleine page, encore une fois vraiment marquante, et un face à face au sommet avec le Caïd, où Peter est obligé de lui foncer dans les pattes pour le faire tomber. On sent vraiment l'adaptation un peu du personnage pour cette scène de combat, où il doit vraiment s'adapter au Caïd, et on sent que c'est pas un personnage qui va fonctionner de la même manière que ses autres adversaires.
On a aussi donc le personnage de George Stacy qui avait été hypnotisé, enfin à cause de l'appareil photo dans l'épisode précédent, qui ici va être complètement à la merci du caïd et qui va travailler pour lui à son insu et à l'insu de tous les autres personnages. Il n'y a que Peter qui va deviner un peu l'état d'esprit de George Stacy, qui va se rendre compte un peu de la situation, et c'est en voulant le mettre en garde et protéger Gwen que justement il va le faire tomber, le faire trébucher, et c'est ce qui va justement causer un mélodrame avec Gwen Stacy qui va croire que Peter s'en est pris à son père. Voilà, donc ça fait un épisode qui se connaissent et c'est déjà la merde. Et j'aime bien, ça met du drama, ça met du bon drama à la sauce Stanley, John Romita et tout. Donc ça c'est plutôt cool. Les premières tensions amoureuses avec Gwen Stacy, enfin même si comme tu disais ils sont pas encore vraiment en couple, mais il y a quand même ce côté où elle va plus vouloir lui parler pendant longtemps, et Peter qui va essayer de démêler le vrai du faux, avec Harry qui va recevoir la visite aussi de différents personnages issus du milieu criminel du caïd. Et du coup, Harry va commencer à se poser des questions sur les fréquentations de Peter, sur le fait que finalement ils vivent ensemble, mais il n'en sait pas plus que n'importe qui, quoi. Et ça va poser là aussi des petits soucis, des petites tensions entre les deux amis. Du coup, c'est vraiment, voilà, c'est un épisode qui commence à cristalliser un peu les différentes relations de tous les personnages. On a aussi Tante May qui, je crois de mémoire, commence à reprendre sa forme. Il rend une visite un peu furtive à Tante May, voilà, pour histoire de donner des nouvelles. Et sinon, ça se termine sur, je crois de mémoire, Peter qui va, c'est même ça d'ailleurs, Peter qui va du coup vendre ses clichés donc de George Stacy, complice des hommes du caïd, au Daily Bugle, pour essayer justement de stimuler un peu la situation, de débloquer un truc, aussi bien auprès de Gwen que du coup que des gens qui s'en prennent sans cesse à Spider-Man, pour prouver que George Stacy a vraiment est vraiment passé du côté obscur, même si dans les faits Peter sait que c'est pas de sa faute, mais pour lui c'est le seul moyen qu'il a trouvé de tout simplement révéler ses intentions en quelque sorte. Et du coup, c'est plutôt cool, il se passe pas mal de choses dans cet épisode. Et on arrive petit à petit sur la fin de cet arc, qui sera un arc en 3 épisodes. Et là, on est vraiment sur un épisode de mi-parcours qui marche très très bien. Voilà, qui n'a pas de temps mort, qui se lit très bien. Et voilà, puis le caïd, c'est toujours un plaisir de le croiser dans les pages de Spider-Man. Pas mieux. Voilà. Non, mais qu'est-ce que tu veux rajouter de plus? Moi, j'ai kiffé, quoi. J'ai kiffé. J'insiste sur cette première page et sur cette baston avec le caïd qui est incroyable. Qui est incroyable pour l'époque, moi je trouve ça. Mais ouais, fascinant, quoi. Vraiment. Et non, j'ai rien d'autre, tu vois, à rajouter. J'étais très content de revoir le caïd. Je pensais pas qu'on allait le revoir si tôt. Moi non plus, j'avais oublié, tu vois. Mais j'aime beaucoup. Parce que c'est vrai que dans mon imaginaire, alors je sais que le caïd est un méchant de Spider-Man, mais c'est vrai que dans mon imaginaire, il intervient assez rapidement auprès de Daredevil, plus qu'auprès de Spider-Man, et puis au final, non. Pas autant que ce que je croyais, et c'est cool. Et on sent quand même finalement le côté, on l'avait déjà senti pour sa première apparition, mais le côté un peu mastermind qui va, je pense, indirectement ou pas d'ailleurs, inspirer John Byrne pour le Lex Luthor moderne, qui mettra en scène 20 ans plus tard. Je pense à ça parce que je sais que Oz regarde les émissions, et c'est vrai qu'il avait souvent fait le parallèle. Et je trouve qu'en effet, quand on relit ces épisodes avec la lumière de ce qu'est Lex Luthor, en tout cas de ce qu'il deviendra, ce qui n'était pas à l'époque, parce qu'à l'époque, il était juste scientifique fou, il n'y avait pas forcément plus de choses. Quand on sait qu'il deviendra plus le mania un peu des médias, et puis de cette espèce d'anti-Superman, entre guillemets, bien défini, on comprend un peu les quelques parallèles qu'il peut y avoir, et le fait que je pense, en tout cas à mon échelle, que le travail de Lee et Romita sur le caïd aura inspiré John Byrne d'une certaine manière. Ouais, c'est pas impossible que ça ait déteint. C'est pas impossible du tout. On peut passer à l'épisode, c'est 62, si je dis pas de bêtises. Non, 61. Ouais, 61. L'épisode 61. Oui, voilà, c'est ton épisode, ça, en plus. Alors, c'est pas que c'est spécialement mon épisode, mais je vais expliquer pourquoi. Donc l'épisode 61 de juin 68, au scénario comme d'habitude, Lee, Romita Senior, au dessin Romita Senior, finition Don Heck et ancrage Mickey Demeo. Et en fait,
pourquoi j'ai tiqué en fait sur cet épisode, parce que à cause de cette couverture et de ce chaudron plein de lave, je présume, qui est sur le point de s'écraser sur le capitaine Stacy et sur Gwen. Et ça me fait énormément penser à ce que je pouvais voir sur des vieux Strange, sur le dos des vieux Strange, ou les dos, ou des Speed, ou ce genre de choses. Le dos était jaune, et en règle générale, tu avais des publicités sur les futures publications, ou des trucs qui étaient éventuellement toujours disponibles. Voilà. Et donc, il y avait, de mémoire, ce n'est pas cette couverture. Je ne sais pas si c'est pas une reprise de Jean-Yves Mitton ou bien de Siro Tota, que moi je voyais au dos. Mm. Ça aurait mérité, tu vois, que je prenne le temps de chercher un petit peu. En tout cas, c'est vraiment Totalement cette connard, scène-là. totalement. Hein? Totalement Enfin, connard. mais de mémoire, en fait, Spider-Man, il sort du côté droit, en fait, de la couverture, et comme s'il explosait une fenêtre. Et il arrive pas de ce côté-là, de mémoire. Je vous dis peut-être une bêtise, mais de mémoire, c'est ça. Ça fait peut-être partie de ces couvertures qui ont été retravaillées par Siro Tota Mm. ou Jean-Yves Mitton à l'époque. Voilà, alors Planète Strange, hein, ça c'est une enquête pour toi, mon ami. L'histoire, grosso modo, c'est la fin de cet arc. Spider-Man va tout simplement déjà se créer un masque en toile. J'aime beaucoup ce délire du fait qu'il se crée un masque en toile, qui commence à, tu vois, il crée des objets avec sa toile pour pouvoir résister au gaz du caïd. Évidemment, voilà, il va y avoir une grosse, très très grosse baston contre le caïd. Spider-Man qui va aller sauver le capitaine Stacy et Gwen, donc du coup, de ce piège infernal. Et puis voilà, hein, tout simplement. Hein. Mais comme d'habitude, si je ne dis pas de bêtises, le caïd qui réussit à s'en sortir. La petite particularité de cet épisode, que j'aime tout particulièrement, c'est qu'il y a un personnage qui va... C'est pas faire son retour parce qu'il était toujours plus ou moins en toile de fond. Mais là, on commence vraiment à nous le remettre sur le devant de la scène. C'est Norman Osborn, puisqu'on va nous expliquer que Norman Osborn, le savant fou dont on parlait là tout à l'heure avec sa tête de Doc Octopus de Wish, en fait était un savant qui travaillait pour Norman Osborn. Et donc Norman commence de nouveau à revenir un petit peu sur le devant de la scène, et on se rend compte que son amnésie est en train gentiment d'un petit peu se diluer, et on commence immédiatement à avoir cette tension qui commence à monter sur un éventuel retour du bouffon vert. Et donc ça, j'ai trouvé ça évidemment super cool. Enfin, c'est même pas super cool, c'est que moi, ça m'a étouffé. Je disais, oh putain. Et je sais qu'il va revenir le bouffon vert, je le sais, mais ça fonctionne, tu vois. Où tu dis, ah, l'enfoiré. Parce que si si à un moment donné il se rappelle de tout, il va se rappeler qu'il est le bouffon vert, mais il va aussi se rappeler de qui est Peter Parker, et que Spider-Man est Peter Parker. Et donc c'est potentiellement toute la vie de Peter qui peut voler en éclats. Et ça tient qu'à un fil. Et c'est, je trouve, super intéressant. Et évidemment, c'est un fil dont ils vont avoir l'intelligence, les auteurs, de le laisser durer, de les filocher petit à petit avec beaucoup d'intelligence. Et là, voilà, c'est les prémices. On le dit souvent, et j'aime beaucoup le répéter, pour qu'une bonne histoire de super-héros fonctionne, il faut travailler en plusieurs temps. Du temps court, du temps moyen, du temps long. Et là, vous voyez, sur ces épisodes-là, on est typiquement sur ça. On a la fin d'un arc, et on a déjà la construction de quelque chose qui va éclore dans quelques mois, dans quelques années. Et ça, je trouve ça fascinant. C'est cette intelligence pour maintenir une tension, pour maintenir des questionnements, et continuer à appeler le lecteur constamment. C'est ça en fait que je trouve prodigieux, si tu veux, notamment dans cette année-là. Il n'y a pas forcément de trucs d'histoire géniale comme le combat entre Spidey et Doc Ock qu'on a pu avoir en 63 ou en 62, je ne me rappelle plus, en 64, ou la confrontation ou l'épisode 50, mais c'est cette construction qui, je trouve, tout au long de cette intégrale, c'est pas qu'elle s'est affinée, c'est que ça y est, c'est une machine qui est rodée. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et c'est vraiment, vraiment ultra plaisant. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre sur cet épisode? Bon, non, pas plus que ça. Si, j'avais noté quand même, il y avait beaucoup d'histoires d'amnésie et de contrôle mental ces derniers mois. Je pense que c'est aussi un peu, tu vois, les délires de l'époque, hein, ni plus ni moins. Et voilà. Tout à fait. Kiki.
Pas mieux, hein, je dirais, pas mieux. Juste, par rapport à Osborn, on se rappelle que déjà son état avait été fragilisé quand il était face à Kraven, il y a quelques épisodes en Tout à arrière, fait. et là c'est vraiment c'est un peu la goutte de trop, puisqu'on va se rendre compte que voilà, c'est un retour finalement psychologique qui va s'opérer petit à petit au fil de cette année. Donc là, il y a vraiment, voilà, ils ont vraiment décidé de le faire revenir tôt ou tard. En tout cas en tant que bouffon vert, donc c'est plutôt cool. Et pour le coup, il va un peu comment dire, se présenter en tant que héros dans cet épisode, puisqu'il va essayer de déjouer les plans du Caïd et de son scientifique qui s'appelle Winkler de mémoire, qui du coup ont pris comme siège du coup Oscorp. Et il va même aider Spider-Man en lui disant voilà, où aller pour sauver tel ou tel personnage. Et j'aime bien enfin, c'est toujours ce qui est intéressant entre Osborn et Spider-Man, c'est que quand Osborn et Amnésique, c'est un brave gars, tu vois, c'est un mec alors qui a malheureusement des petits soucis au niveau de l'éducation de son fils, qui a du mal à être proche de son fils, mais à côté de ça, c'est un industriel de talent et c'est quelqu'un qui est profondément honnête, on peut le dire d'une certaine manière, même si évidemment ça sera contrebalancé quand il deviendra le bouffon, et ça va devenir une vraie raclure vraiment horrible, euh, puisque ben, voilà, on en reparlera au moment venu, mais il va faire des actes absolument atroces. Mais là, toujours est-il que quand il est en Osborn, dans les épisodes de Lee et Romita, c'est plutôt un mec normal, quoi. Et ouais, c'est un face-à-face, comme tu dis, qui est armé de tension, qui a vraiment un rythme palpable. Et puis toujours, quand il y a des personnages secondaires en danger, ça rajoute toujours plus de l'enjeu. Et du coup, George va être lavé de tout soupçon dans cet épisode. Mhm. Et Peter va continuer à vivre en tant que super-héros mal aimé, enfin, entre super-héros aimés par Gwen Stacy parce qu'il les a sauvés, mais en tant que Peter Parker mal aimé, puisque il y aura toujours cette histoire de Peter qui a bousculé son père un épisode plus tôt. De dissonance cognitive, Exactement, voilà, tout à fait. On peut le dire, je pense. on peut le dire. Voilà, enchaîne avec ça Et maintenant, ouais, mon c'est à pote. peu près tout. Non, mais je regardais mes notes, mais c'est à peu près tout. Ouais. Ouais, bah c'est déjà pas mal, quoi. Et un arc qui envoie du lourd. Très bon arc, ouais. Très, très bon arc. Il faudra qu'on fasse une tier list des arcs de Spider-Man. Oh, ce serait long, hein. Ce serait très long. On pourrait le faire par décennie. On peut aussi ne pas le faire. On peut aussi ne pas le faire. Allez. Et ce sera l'idée qu'on va retenir. On va pas le faire. On peut passer à l'épisode 62, c'est ça? Tout à fait. Si je retrouve. C'est à moi, je crois. Oui, c'est à moi. Mais tout à fait, tout à fait. Épisode 62, qui est un épisode. Alors, j'ai vu le numéro, j'étais en mode ah super, un épisode filler, tu vois. J'aime pas les team-up, j'aime pas les épisodes où Peter fait équipe avec que ce soit un membre des Inhumains, comme c'est le cas ici, donc Medusa, ou quand c'est d'autres héros, parce que j'ai toujours l'impression que c'est des épisodes qui racontent pas grand-chose, qui sont juste là pour le plus pur spectacle, quoi. Et au Mm. final, en le relisant, j'étais assez agréablement surpris, j'en avais un souvenir assez vague, et finalement, il se passe pas mal de choses dans cet épisode. Donc on a la relation Peter et Gwen qui va marquer son premier point de rupture, hein, puisque Peter va aller voir Gwen en voulant s'expliquer, mais elle n'a pas forcément lui laissé le temps de le faire, et du coup, ils vont un peu se séparer en quelque sorte, même s'ils n'étaient pas vraiment ensemble, mais bon, les amourettes de lycée, tu connais. Medusa qui arrive sur Terre pour prendre la température et voir si les humains sont prêts à accepter les inhumains, du coup. Alors, elle va faire équipe avec une espèce de publicitaire véreux qui va se servir d'elle pour sa marque de shampoing ou de je sais plus quoi, enfin, lié à la coiffure. Et du coup, elle De va lac. accepter De lac. de lac, voilà, merci. Elle va accepter en pensant que voilà, c'est une manière pour elle de se faire accepter par les humains. Et au final, il va y avoir des espèces d'imbroglio qui vont la mener face à Spider-Man qui va s'en prendre à elle en pensant que elle est sur le point de menacer tout le monde, quoi, alors que pas du tout en fait. Il y a une espèce de gros quiproquo. Et du coup, va s'en suivre un combat assez intense avec encore une fois des pages, je trouve, extrêmement bien exécutées de la part des artistes. Des grandes cases vraiment où tu vois vraiment le découpage de l'action et je trouve que c'est vraiment le point fort de cet épisode-là. Et puis à côté de ça, on a Norman Osborn qui du coup voilà, continue de se rappeler petit à petit le, le- comment dire, les circonstances de son accident qui l'ont amené à perdre la mémoire et le fait que du coup Peter et Spider-Man sont toujours un peu dans les parages quand ils se rappellent cet événement-là. Coïncidence, voilà, ça m'étonnerait.
Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça continuait de développer des thématiques intéressantes autour de ça. Harry qui galère à l'école pour avoir la moyenne, parce qu'encore une fois, ben, c'est quelqu'un qui a quelques difficultés. Et du coup, Peter qui, de son côté, se sentir comme un chef alors qu'il est jamais là. Donc ça va créer une espèce de début de jalousie, quoi. Et on a Jameson qui va évidemment commencer à questionner Osborn aussi, parce qu'il faut savoir qu'ils sont tous les deux dans le même cercle un peu des hauts placés de la ville. Et puis à côté de ça, bah, voilà, on a cette intrigue avec Medusa qui va se résoudre assez rapidement, puisque Peter va très vite comprendre qu'elle a été piégée par le publicitaire, et au final, c'est un mec qui va se faire remplacer par son assistant, et puis on le reverra plus. Enfin, voilà. Je trouvais la conclusion assez marrante, parce que l'assistant était là depuis le début de l'épisode, et à la fin, il remercie son patron en lui disant, bah voilà, le nouveau président, c'est moi. Donc maintenant, tu dégages avec tes idées de merde, et puis je prends ta place, quoi. Et Medusa rentre chez elle, enfin rentre sur Attilan, du coup. Et ça se termine, et ça j'aime bien, ça se termine par Mary Jane qui va venir voir Peter. Et elle comprend en fait son état psychologique sans même vraiment discuter avec lui. Et j'aime bien parce que c'est très révélateur de ce qu'on aura quelques années plus tard, enfin à peu près 10-15 ans plus tard, du coup. Et je trouve que déjà, il y avait cette idée que voilà, Mary Jane était plus qu'une simple amie fêtarde sur le côté. Elle a vraiment cette espèce de capacité à lire dans l'esprit de Peter, et cette complicité qui apparaît, quoi. Voilà. Et c'est magnifique. Et c'est magnifique. Moi, c'est Peter MJ, de toute façon. Ça a toujours été Peter Ah, MJ. mais oui, moi aussi. Même si j'adore Gwen. Hein. Ouais, mais moi, j'ai pas de. Enfin, c'est pas que je l'aime pas, mais j'ai pas c'est pas ma génération. Ouais, bah oui. Et donc, forcément, moi, j'ai toujours vu le couple emblématique, c'était ça. Enfin, Mm. de la même manière que je ne soupçonnais pas en fait que MJ et Gwen étaient apparus à peu près en même temps, et que pendant des années, MJ était la numéro 2. Enfin, tu vois, tout ça, je le savais pas. Mm. Et donc, forcément, bah, c'est évidemment super intéressant à découvrir. Mais voilà, pour moi, MJ c'est la femme de Peter Parker. C'est pour ça que ça fait autant chier quand tu te rends compte qu'en 2022, on continue à t'expliquer qu'ils sont pas ensemble, enfin bref, moi ça me... Ouais, et puis qu'apparemment, voilà, il y a des histoires cheloues avec Mary Jane, apparemment. Mais bon. Bref, elle a vu le loup, Marie. Et ouais, sinon, qu'est-ce que j'ai noté? Si, j'ai bien aimé, parce que c'est des petits trucs, quoi. J'aime bien regarder, la machine en fait sur laquelle Medusa en fait arrive. Oui. Qui a vraiment un profil plus qu'atypique, mais qui fait énormément de fumée. Parce qu'à l'époque, une bonne machine, ça doit faire beaucoup de fumée. Tu vois. Et mon petit, elle te crache. Mais alors, une pollution. C'est totalement affreux. Et voilà, ça m'a fait rire. C'est un petit épisode qui permet en fait une transition entre deux arcs importants. C'est Voilà. ça. Et alors, c'est un épisode qui n'est ni écolo, ni comment dire égalitaire, puisque Peter, on découvre qu'il est sexiste. Voilà. Ouais, j'ai marqué Peter est sexiste. Oh my god. Oui, mais c'est quoi en fait? Je crois qu'il dit un truc particulier à un moment Ouais. donné qui était Il bien dit abusé. le seul problème avec les nanas, c'est qu'elles arrêtent pas de jacter. Voilà. Ça m'a fait mourir de rire. Ouais, on est sur une Parce qu'à fin de côté, carrière. en fait, à côté, c'est-à-dire qu'il y a le côté aussi où les gens se prenaient moins la tête à l'époque, c'est-à-dire qu'ils prenaient pas chaque remarque comme étant une attaque personnelle. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais d'un autre côté, c'est aussi bien appuyé par la traduction de Geneviève Coulon qui va pas avec le dos de la cuillère, quoi. Elle aurait pu faire un truc un peu marrant pour retranscrire l'idée de l'époque, tu vois, qui était pour le coup assez proche, j'imagine, de cette phrase-là. Mais elle va trop loin dans le truc, et du coup, c'est ça qui appuie aussi le fait que ça fait une réplique un peu beauf, quoi. Mais c'est très marrant, et je trouve que c'est révélateur aussi de comment les choses ont évolué, et puis de cette espèce comment dire, de recul que les gens ont tout le temps, à toujours vouloir faire attention aux mots précis, de peur de déclencher une révolte, quoi. Et j'aime bien le côté décomplexé aussi, même si évidemment, attention, ceci n'est pas à reproduire chez vous, hein, je le précise. Non, bien sûr, mais en fait, ça traduit aussi une époque qui nous manque pas, hein, qu'on soit bien d'accord, mais loin de là. Faut pas. Il n'y a même pas besoin de le dire, en fait. Mais non. Mais oui, ça traduit une époque. Enfin, voilà, le héros, c'est Peter, Gwen et MJ sont celles qui lui tournent autour. Enfin, voilà, tu vois, Mm. c'est sûr que c'est pas.
on n'est pas sur des rôles de femmes fortes, de femmes qui sont vraiment, qui vont vraiment avoir à ce moment-là de gros impacts dans l'histoire. Même Tante May aura bien des années plus tard des rôles et des lignes de texte qui seront beaucoup plus importantes. Tante May va vraiment gagner en valeur pour moi dans plusieurs années. Là, pour l'instant, elle casse juste les couilles, la vieille, vraiment. Non, mais c'est vrai. Oui, bien sûr. Bien sûr. Tu sais que je suis d'accord. C'est vraiment bien plus tard qu'elle sera vraiment intéressante. Et après, elle aurait dû partir. Et bref, ça aussi, on aura le temps d'en reparler. Voilà, je ne sais pas si tu voulais rajouter un truc ou si on passe au 63. On peut passer au 63. Et avec l'épisode 63, mon jeune ami, oh oui. d'août 1968, on retrouve toujours les mêmes pour le scénario, dessin, finition, ancrage, Mickey Demeo. On est peut-être sur mon arc préféré de cette intégrale. Ah, tu l'aimes bien le vautour? J'aime bien le vautour, mais étrangement, je trouve qu'au-delà du fait que je l'aime bien, je trouve que c'est un personnage qui inspire à la fois autant les scénaristes que les dessinateurs. Puisque d'entrée de jeu, on va ouvrir sur cette première page absolument magnifique que tu vas nous montrer dès maintenant, et tant pis si vous nous écoutez en podcast, qui est tout simplement génial. J'adore quand le vautour est représenté sous des positions de son animal totem, j'ai envie de dire comme un vautour, comme une espèce de gargouille sur le bord en fait d'un immeuble. Je trouve ça génial. Et donc vous l'aurez compris, dans cette histoire, le véritable vautour dont j'ai mangé le nom, Adrian Toomes, est de retour. Il n'est pas mort finalement, et tant mieux, ça m'aurait bien fait chier. Et donc du coup, il est de retour et il est vachement en colère. Il a surtout envie. Il a un plan extrêmement machiavélique. Dès le début de l'épisode, donc ça se passe sous la pluie. Spider-Man va glisser, va se casser la gueule et se faire mal à une épaule. Ça peut être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Voilà. Ça veut dire que Spider-Man, il est capable à un moment donné de glisser, de se casser la gueule, de se faire mal. Il n'est pas totalement invincible, et ça, je trouve que c'est super intéressant. Le vautour va voler les ailes du vautour que Blacky Drago avait, il y a de ça quelques épisodes, quelques mois maintenant. Il va les voler et il va surtout aller libérer Blacky Drago qui est en prison. Et ça va donner une scène qui est absolument géniale. Blacky Drago est dans la cour et il y a le vautour qui arrive. Le vautour va commencer à péter la gueule à tout ce qui bouge autour de lui, aux gardes et tout. Il va filer les ailes à Blacky et lui dire vas-y viens suis-moi, en gros il va falloir qu'on discute, il a un plan derrière la tête et son plan en fait il est relativement simple. Le premier truc en fait c'est déjà tout simplement de redonner les ailes à Blacky Drago pour lui péter la gueule, pour qu'il puisse aux yeux de tout le monde dans son imaginaire être le seul et unique véritable vautour. Et donc pour ça il veut lui péter la gueule parce qu'il n'a pas du tout digéré la petite entourloupe que Blacky Drago lui avait fait. Tu voulais intervenir ? Non, tu l'as dit pas mal de fois. Il veut lui péter la gueule. Voilà, il veut vraiment le désosser. Voilà. Mais vraiment, on est sur un épisode où il veut lui péter la gueule et il va lui péter la gueule. Vraiment, à la loyale. À la loyale, et ça va donner un combat aérien que je trouve absolument fascinant. Et évidemment, Spider-Man va passer par là et il va y avoir une intervention de Spider-Man, mais ça, ce sera pour le prochain épisode. Qu'est-ce que j'avais noté ? Alors, il y a pas mal de trucs qui se passent. J'avais noté que c'est la première fois en prison qu'on voit un malfrat qui est noir. En prison, t'as un prisonnier qui est noir. T'en as un autre à côté qui est violet, mais je présume que c'est un jeu d'ombre. On va pas se mentir. On continue. L'homme pourpre. J'avais pensé à lui, mais je me suis dit non, c'est trop gros. Ça peut pas être ça, c'est abusé. Et en tout cas, ça c'est sûr. De quoi ? Il a une bonne tête de constipé sur cette planche. Il est pas content. Et donc, évidemment, il va y avoir cette bataille entre le vautour et Spider-Man dans le prochain épisode, où en plus, du coup, Spider-Man aura une épaule en vrac. Tout à fait. Et on continue à nous montrer le Norman, qui de plus en plus commence à retrouver la mémoire, et là, il se voit en tant que bouffon vert, et il voit Spider-Man
assis dans la chaise quand il avait ses liens et tout ça, mais il y a encore une ombre qui subsiste sur son visage, et on sent qu'il est au bord, il est à deux doigts d'arriver à se rappeler en fait qui il est et qui est Spider-Man, et je trouve ça absolument génial. Gwen, si je dis pas de bêtises, continue à faire la gueule et avoir le cœur brisé auprès de Peter. Mm. Voilà. Et est-ce que c'est dans cet épisode-là que Peter va se rendre compte de à quel point il est amoureux de Gwen? Est-ce que c'est là? Je crois que c'est là. Non, c'est le prochain, je crois. Alors c'est peut-être le prochain. Oui, c'est quand George va révéler la vérité à Gwen, justement. Ça fait un peu les feux de la mort, mais c'est totalement ça en plus. Hein, mais... Oui, oui. C'est ce qui est compliqué en fait à retranscrire dans nos reviews, c'est-à-dire qu'il y a vraiment il y a plusieurs histoires en fait. Nous, ce dont on parle le plus, c'est l'histoire de Spider-Man, et ensuite derrière, il y a toute l'histoire de Peter Parker, sa vie amoureuse, sa vie familiale, ses emmerdes. Tout ça est extrêmement lié, et c'est ça qui fait de ce personnage un personnage unique. C'est quand toutes ces parties en fait sont respectées, et c'est pas forcément évident à chaque épisode de noter tous les petits trucs qui avancent, les trucs qui sont dits, etc. Qu'est-ce que je voulais rajouter? J'ai le sentiment d'oublier quelque chose sur cet épisode. Y a où il veut lui péter la gueule. Il veut lui péter la gueule. Le fait qu'il se pète le bras, j'aime bien que tu aies mentionné ça, parce que du coup, on sait que le vautour, c'est pas l'ennemi le plus physique pour Spider-Man. C'est-à-dire que dans les airs, c'est quand même son terrain aussi, tu vois. Donc il peut le tester assez facilement. Du coup, le fait de l'handicaper un peu, c'est une bonne chose, puisque ça permet de rajouter des contraintes qui d'ailleurs vont avoir un impact sur les autres épisodes de cette année-là. Et là, le voir vraiment plus déter que jamais, le voir que le vautour est vraiment à son maximum et voir Peter à son minimum, ça va créer un décalage intéressant pour la suite. Et le fait qu'il poutre à lui tout seul Blacky Drago, ça prouve que... Alors, je ne sais pas si c'était une question de réception du public ou quoi, mais le fait de voir repopper le vautour originel, c'est quelque part, c'est aussi pas un aveu d'échec, mais du fait que finalement, les premiers vrais super-vilains de Spider-Man sont des personnages quasiment intouchables. Et il faut qu'ils soient quasiment toujours là. C'est une critique que je pourrais faire aux épisodes actuels du personnage, mais c'est que le vautour, finalement, même quand il était mort, il est jamais vraiment mort aussi, tu vois. C'était genre soit une manière de se faire passer pour mort, soit voilà, une manière de le mettre de côté pendant un temps avant de le faire revenir de la manière la plus majestueuse possible, comme tu l'as dit. Et j'aime bien le fait que voilà, on prouve que finalement l'original c'est le best, quoi. Et c'est quelque part, il y a un petit côté méta avec du coup l'édition, enfin le travail éditorial du personnage et le fait que on sait dans les plus vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, quoi. Voilà, ça peut un truc à peu près comme ça. Et dans cet épisode, on nous signale que Flash part au Vietnam. Ça y est. Il part ou il revient? Parce qu'il a une permission. Il part. Il part au Vietnam. Ça y est, cette fois-ci, il va au front. Oui, ouais, tout à fait. Et en sachant que, si je dis pas de bêtises, 1968, c'est là où ça part vraiment encore plus en couille. Ouais, déjà à l'étranger, puis aussi au niveau de l'intérieur. Mais on en parlera un peu après. Enfin, on en parlera surtout beaucoup en 69, de mémoire. A priori. Voilà. C'est ce que j'ai cru comprendre avec ce cliffhanger du dernier épisode, enfin de l'avant-dernier épisode du coup. Voilà, je sais pas si tu veux passer au 64. Oui. Ça m'aurait embêté que tu dises non. On va passer au 64 avec cette couverture là aussi absolument magnifique. Et là aussi, on débute par un statu quo assez embêtant, puisque Peter a le bras endolori et le vautour le domine finalement aussi bien dans le combat que dans la mise en scène de John Romita et de Don Heck. Et j'aime bien parce que du coup, on a le personnage qui est représenté de cette manière, avec le vautour, l'ombre du vautour qui plane dans le coin. Et j'aime vraiment beaucoup. Et comme tu l'as dit, c'est magnifique. C'est iconique en fait. C'est ouais. putain d'iconique. C'est vraiment le personnage et ses super vilains tels qu'ils sont censés être pour moi au cinéma. Et je trouve que c'est vraiment très bien représenté. On a un numéro dans lequel du coup le vautour et Peter vont se taper au-dessus du Daily Bugle. Non sans conséquence, puisque Robbie va se faire toucher par des pierres qui vont tomber et en voulant sauver Jonah. Jonah qui va évidemment se servir de cette occasion pour encore plus discréditer Spider-Man, alors qu'il a tout fait pour les protéger.
En même temps, ces deux connards sont restés sur le toit. Enfin, surtout lui, Jameson est resté sur le toit alors qu'il y a un combat de deux super mecs juste au-dessus de lui, quoi. Avec cette magnifique, alors je te laisserai en parler, mais de cette magnifique intervention de Robbie Robertson au moment du sauvetage de Jonah avec cette traduction foireuse. Le fait que ce que je disais par rapport à tout à l'heure, c'est que Robbie va vraiment prendre plus d'importance dans l'histoire et il va vraiment devenir un personnage essentiel du Daily Bugle, donc ça c'est plutôt cool. Petit détail aussi de mémoire, je crois que c'est une des premières fois qu'on voit vraiment Peter tisser une toile avec ses deux doigts. C'est peut-être un détail pour vous, mais voilà, je connais la suite. Et je trouve que c'est intéressant parce que dans les suites des épisodes, ça va revenir aussi. Et on va petit à petit aller vers ce modèle de personnage qui va tisser sa toile à la manière qu'on connaît. Jusqu'à présent, il faisait un peu comme ça. Donc, Et j'avais pas fait gaffe. Ouais, bah moi, pour le coup, je l'ai vu direct parce que ça fait partie de J'avais pas fait l'héritage gaffe qu'il faisait visuel. pas ça, en fait, qu'il n'avait pas son geste traditionnel d'entrée de jeu. T'avais jamais vu? Non? Parce qu'au début, il faisait comme ça. Hein. Voilà, il faisait un 2, en fait. D'accord. Il commande un coca au bar, je sais pas. Mais... Et du coup, c'est intéressant de voir ça. C'est un petit truc. Ça parlera surtout aux fanatiques du personnage, mais c'est plutôt cool de le noter. À côté de ça, donc, c'est un épisode qui est essentiellement centré sur le combat. Même si du coup il y a 2-3 respirations, donc avec la révélation de George à Gwen qui va lui dire justement que Peter essayait de l'aider au moment où il l'a fait tomber et que du coup il n'a jamais voulu le blesser, donc ça c'est plutôt cool parce qu'on va évacuer un peu cette espèce de drama. Mary Jane qui se fait claquer une nouvelle coiffure, voilà. Et ignoble. Qui est ignoble, hein, et qui restera pas de toute façon. On dirait ma tante Georgette. Voilà, je vous prouve par l'image. Voilà, Tati. Oui, non, mais franchement, j'étais choqué, quoi. Choqué. Belle tentative capillaire, mais au secours. Et puis, sinon, donc Robbie est blessé, voilà. Ah oui, Robbie est blessé et il se rend compte que Spider-Man le connaît peut-être plus que lui ne le connaît, parce qu'à un moment donné, il va lui dire son nom, il va dire Robbie, faites attention. Et du coup, il l'appelle ma couille. Il l'appelle Drame, voilà. Et du coup, voilà, je trouve que c'est plutôt cool. C'est un épisode vraiment, encore une fois, dans la veine de l'anti-araignée, c'est-à-dire que c'est un épisode centré, voilà, pas mal sur l'action, avec un combat vraiment qui va au bout du bout entre Spider-Man et le vautour. Il va réussir à se débarrasser de lui, puisqu'il va l'immobiliser. Du coup, le vautour va quitter la scène, mais Peter va se retrouver vraiment au bout de ce qu'il peut endurer. Il va s'évanouir dans la rue avec un cliffhanger voilà, à ne pas piquer des hannetons, puisqu'il va se retrouver encerclé par une dizaine de passants qui sont du coup sur le point de le démasquer, ou en tout cas, voilà, il est à leur merci. Donc c'est plutôt, voilà, c'est une bonne conclusion de cet arc du vautour. Du coup. Et le truc que j'ai bien aimé dans cet épisode, c'est qu'à un moment donné, il y a carrément Jameson qui... On avait l'habitude, en fait, qu'il s'en prenait à Spider-Man par personne interposée. Oui. Soit via un robot, soit en engageant des connards pour aller lui péter la gueule. Mais là, cette fois-ci, il a l'occasion, lui, d'essayer de le ceinturer, et il le ceinture, et il incite le vautour à lui foncer dessus. Je trouve qu'il passe un cap, quoi. Il est complètement fêlé dans cet épisode. Le mec est obsédé au dernier degré. Vraiment, c'en est même inquiétant de le voir à ce point taré. Et donc, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur, c'est le moment où on va parler un petit peu de Geneviève Coulon. À un moment donné, il y a un débris de l'immeuble qui a 2 doigts de tomber sur Jameson, et c'est Robbie qui pousse Jameson pour lui sauver la vie. Et dans l'action, il lui dit « Restez pas planté là, Gigi, calté ». Et donc, au-delà de ce calté, vraiment, pour faire un petit point sur Geneviève Coulon, sur les premières années, j'ai envie de dire qu'évidemment, il y avait plein de trucs qui m'embêtaient, mais ça restait, je trouve, dans un ton de l'époque. C'était pas encore complètement abusé. Ça restait lisible. Là, il y a eu des fois où c'était terrifiant, en fait, les traductions de Geneviève Coulon, et où ça en devient, en fait, à ce niveau-là, problématique. Et je le dis
d'autant plus tranquillement que je suis vraiment très très cool en fait avec cette dame et avec cette traduction, parce que la dame en elle-même, évidemment, je m'en fous, mais je suis très très cool en fait avec cette traduction parce que j'essaie de le replacer dans le contexte de l'époque aussi de Panini, où, enfin voilà, c'est des vieilles traductions et qu'à un moment donné, un traducteur, il doit faire des choix et bon, elle a fait de la merde. Elle a fait de la merde, mais quelque chose de rare. Et là, je trouve que sur cette intégrale-là, ça se répète, mais d'une manière éhontée, et où elle dit des choses où à un moment donné, c'est au-delà de la traduction, ça veut rien dire en fait ce qu'elle dit. Elle a Alors, tu connais pas le verbe décrit. qualité du premier Bah, groupe? si, je connais la qualité. C'est de l'argot. Et c'est pas un souci à la limite, tu vois, d'avoir un peu d'argot. Mais là, Geneviève, elle a le dictionnaire de l'argot en fait à côté d'elle et elle cherche des synonymes et elle essaye d'en placer à quelques endroits parce que se le dit, oh, c'est l'époque ou c'est nul, c'est nul. Et donc ça me permet de faire non pas un tas de destinations de Panini, mais Panini a eu la bonne idée de rééditer les intégrales. C'est pas une idée, de toute façon, ils étaient obligés de le faire. Voilà, ils n'avaient plus le droit de commercialiser sauf erreur de ma part, les anciennes intégrales, alors que les dessins étaient dégueulasses. Ils étaient obligés de le faire avec des nouvelles, le truc qui sort des Epic ou des Masterworks ou je sais pas Les quoi. Marvel Masterworks, ouais. Voilà. Et donc ça, contractuellement, de ce que j'avais pu comprendre, ils étaient obligés en fait de s'aligner là-dessus. Sinon, ça les aurait pas plus gênés de continuer à vous fourguer les trucs qui étaient dégueulasses. Ils auraient pu en profiter à un moment donné pour essayer de se dire bon, on va refaire les choses et les refaire comme il faut. On va refaire un travail éditorial. On va mettre les couvertures au bon endroit. On va rajouter peut-être un peu d'éditorial. On va refaire peut-être une traduction. Non, on est toujours sur la vieille traduction dégueulasse et on nous demande de payer 36 balles pour ça. Donc, c'est pour ça, enfin, je trouve ça hyper problématique de pouvoir conseiller ça à quelqu'un. Je ne peux pas conseiller à quelqu'un de mettre 36 balles dans cette intégrale en sachant que la traduction est immonde. Et là, immonde, je pèse mes mots. Vraiment, c'est catastrophique. Désolé. Pas mieux. Pas mieux. Et ça me fait chier, C'est pas pour faire du panini bashing, parce que mon pauvre, mais j'en ai rien à secouer. Mais à un moment donné, quand ils font des choses bien, faut le dire, et quand il faut de la merde, quand ils font de la merde, faut le dire aussi et faut le dire fort. Parce que c'est Panini, parce qu'ils font du Marvel, ils sont pas en train de faire un récit indépendant obscur au fin fond d'un garage. Merde, ils éditent du Spider-Man. Et à un moment donné, en 2022, je pense qu'on a en droit d'attendre un autre travail éditorial venant de cette maison. Vraiment. Mais que cela ne nous empêche pas de kiffer les aventures de Spider-Man. Ah bah non, non, parce que encore une fois, c'est les années 60, donc on va dire qu'ils ont de la chance, entre guillemets, que voilà, qu'elle ait officié sur les premières intégrales et pas sur les suivantes, parce qu'après ce sera d'autres traducteurs ou traductrices comme du coup Sophie Viévard qui va pas mal reprendre en main le truc et de manière plutôt correcte, très Moi, très on l'a correcte. eu pas mal On juste l'a avant. déjà eu, mais en Ouais. fait c'était c'est quelque chose qu'elle va vraiment de mémoire hein, prendre en main en solo plus tard, parce que là du coup elle était en tandem un peu avec Coulon et puis mais après je crois qu'elle aura la main dessus et ça va donner des choses beaucoup plus lisibles déjà qui vont être plus intéressantes à lire. Tout à fait. Et encore une fois, c'est pas une attaque contre Madame Coulon. Non, J'ai c'est le juste plus la grand mauvaise respect personne au bon endroit, c'est tout. pour cette personne, mais à un moment donné, voilà quoi. Écoute, merci pour tout ce qu'elle a fait, mais à un moment donné, ça correspond plus du tout avec les standards quoi. Et c'est quand même des livres de collection qui sont là pour rester dans nos bibliothèques pendant de nombreuses décennies. Et je suis désolé, là c'est du foutage de gueule quoi. Vraiment, c'est honteux. On peut passer à l'épisode suivant si tu veux bien. Avec plaisir. Maintenant que j'ai mis ma belle cartouche. Et donc, c'est l'épisode 65, Évasion impossible, datant d'octobre 68. Cette fois-ci, on a Stan Lee et John Romita Sr. au scénario, au dessin, John Romita Sr. et à l'ancrage, Jim Mooney. Mooney, Mouna, oui. Les deux me vont. Voilà, avec une couverture absolument magnifique également, où on voit Spider-Man marcher sur le mur d'une prison, alors que derrière lui sont lancés à ses trousses tout un tas de détenus.
Qu'est-ce qui va se passer? On était resté donc sur ce cliffhanger absolument incroyable où Spider-Man est inconscient sur la chaussée avec une foule autour de lui, une foule véhémente qui n'a qu'une envie, c'est de le démasquer. Et il y a deux hommes qui vont s'interposer entre lui et la foule, le capitaine Stacy et un officier de police, pour dire non, vous n'avez pas le droit de lui ôter son masque. Une première page, comme d'habitude, complètement iconique. Et donc, ce sont vraiment cet agent de police et le capitaine Stacy qui vont protéger en fait son identité, malgré le fait que Jameson arrive et soit extrêmement mécontent de cela. Et ils vont transférer Spider-Man inconscient en prison, voilà, mais dans l'hôpital de la prison. Dans l'hôpital de la prison, lui va se réveiller en se demandant un petit peu ce qu'il fout là. Le capitaine Stacy, évidemment, est venu en prison et une mutinerie éclate et le capitaine Stacy se fait prendre en otage. Et donc, tout cet épisode qui est, et je trouve ça génial, qui est un épisode en un au final, qui est pas tout à fait, c'est un épisode en un, mais qui est tellement imbriqué avec ce qu'on voit avant que c'est une continuité tout à fait logique. Et je trouve ça aussi génial, quoi, tu vois. On passe de l'arc en 2 épisodes avec le vautour, où on passe dans ce truc d'évasion. Et donc, il y a tout un tas de prisonniers qui essayent de s'évader et qui ont le capitaine Stacy en otage. Et le jeu de ce brave Peter Parker va être de les dégommer les uns après les autres, en leur faisant croire aussi à un moment donné qu'il était de leur côté, pour pouvoir à la fois sauver le capitaine Stacy et à la fois empêcher les prisonniers de s'évader. Et ça donne un épisode extrêmement particulier, avec des bagarres parfois dans le noir. Ça fait un petit peu Metal Gear Solid. Oui, ouais. On est sur des scènes d'infiltration à un moment donné. Et je trouve ça balèze. Je trouve ça absolument délicieux. Et donc, voilà, hein, grosso modo, tout l'épisode, c'est à peu près ça. Et ça fonctionne extrêmement bien. Qu'est-ce que j'ai noté de vraiment particulier dans cet épisode? La scène d'infiltration, je viens d'en parler. Et Harry qui cherche Norman. Et on a toujours ça, encore et toujours, en toile de fond. Et l'étau commence toujours un petit peu plus à se resserrer, à se resserrer, à se resserrer. Et c'est génial. Tout à fait. Tout à fait. Et je dirais peut-être juste, tu pensais à Metal Gear Solid, mais au-delà de ça, même, je pense que c'est complètement un niveau du jeu Spider-Man 2018, en fait, quand tu regardes, en termes d'avancée du personnage. Complètement. Voilà. Tu calmes des mecs au fur et à mesure, en les chopant depuis le plafond. C'est vraiment très vidéoludique, comme tu dis, dans l'approche. Et c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça, et ça se tient plutôt bien, quoi. On a toujours cette tête hideuse de Mary Jane qui fait qui continue de faire son apparition. Ouais, ça va pas du tout, vraiment, cette coiffure. Ça n'a pas duré, hein, de toute façon, heureusement. Et puis du coup, ouais, voilà, l'intrigue Osborn continue à prendre le dessus. Moi, ça me plaît énormément. Et alors, Romita Senior, du coup, qui revient au dessin de manière complète. Et franchement, je trouve, alors, j'aime beaucoup ce que faisait Don Heck en termes de finition, mais il n'y a rien de mieux qu'un Romita en pleine forme, quoi, avec vraiment la musculature du personnage, le physique vraiment travaillé, l'ancrage qui est parfaitement réussi, bien dosé comme il faut. Et puis, encore une fois, ces couleurs vive. Enfin, encore une fois, pour le coup, heureusement qu'il y a eu la réédition pour qu'on ait les magnifiques couleurs des Masterworks, parce que ça change C'est tout. clair. Parce que Ah moi, oui, oui. moi, j'avais la vieille édition de 68 quand j'ai eu la première fois, et je peux te dire que j'ai vu des Spider-Man jaunes et violets passer passer une tête de temps en temps, et c'était assez atroce. Donc là, Ah ouais, les jaune et couleurs violet? sont parfaites. Ouais, jaune et violet, ouais, j'ai déjà eu sur une pleine page un Spider-Man colorisé en jaune et violet. Voilà. Alors que là, vraiment, le choix du rouge et le choix du bleu sont vraiment parfaits. Je trouve vraiment là-dessus, il n'y a rien à dire. Ah ouais, non, mais... Et puis j'ai rien de plus à rajouter. La relation avec le capitaine Stacy qui s'étoffe davantage, puisque il lui fait confiance malgré lui, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Mais je veux dire, il se rend compte quand même que Spider-Man avait fomenté ce plan pour le sortir de cette situation. Et voilà. Et alors il y a Foggy Nelson aussi qui fait son apparition. Tout à fait. L'associé de Matt Murdock, puisque au moment de l'arrivée de Spider-Man en prison, donc qui est alité à ce moment-là, le capitaine Stacy va rencontrer du coup l'avocat, qui est en fait du coup Foggy Nelson, et qui vient en fait attester du fait que personne ne doit toucher à Spider-Man, voilà, sous peine de se faire radier, en tout cas ce qui concerne les médecins, du coup, puisque c'est un crime fédéral en fait de démasquer Spider-Man, quoi. C'est un peu la caution juridique, quoi. Et j'aime bien le fait de voir popper des persos comme Matt Murdock ou Foggy Nelson, puisque c'est des persos new-yorkais qui ont toute légitimité dans ce genre de situation. Voilà. Absolument.
Et c'était trop bien. Ouais, ouais. Absolument génial. Je pense qu'on peut enchaîner avec le Ouais, 66. 66, tout à fait. Le dernier arc de cette intégrale, du coup, de la série principale, Ouais. le retour de Mysterio. Voilà. The Madness of Mysterio. Très bel accent anglais, bien sûr. Pleine page, absolument mémorable. Et tu m'en avais fait le commentaire, je m'en souviens, quand tu, quand tu m'en avais parlé au moment de ta lecture. Et c'est vrai qu'elle est vraiment magnifique. Cette page où tu vois Mysterio dominer le parc d'attractions du coup de Coney Island, qui est en Et puis fait même une illusion. la pause comme La ça et pause, tout. C'est la pause Mysterio typique pour moi. voilà, la pause conquérant, quoi. Ouais, Et qui sort de la avec la fumée. fumée et tout. Voilà. Ouais, C'est c'est une putain de tuerie. Et puis du coup, tu découvres très vite que c'est une mise en scène de Quentin Beck, hein, du coup qu'on revoit évidemment ici. Mysterio, ça faisait un petit, alors ça faisait pas longtemps qu'on l'avait vu, parce qu'on l'avait vu la dernière fois, c'était dans l'annual avec la torche humaine qui était absolument désastreuse. C'était vraiment un annual de merde, on peut le dire. L'annual de l'intégrale 67. Et là, du coup, il nous fait un point sur les événements précédents. On découvre en effet les dernières aventures de Mysterio qui ont été contées justement dans l'intégrale précédente. Et du coup, il essaie de revenir sur le devant de la scène et tout simplement de titiller Spider-Man, puisque il veut le faire sortir un peu de sa tanière pour se venger. C'est un scénario assez classique. Sauf que à ce moment-là, Peter est un peu préoccupé par d'autres choses. Il va être amené à vendre sa mobilette à ce moment-là pour avoir un peu d'argent. Et à côté de ça, Mysterio va apparaître, mais il va pas forcément l'arrêter tout de suite, puisque il va pas mettre en danger qui que ce soit, il va juste commettre un cambriolage. Et à ce moment-là, il a d'autres choses à penser. Du coup, c'est intéressant parce qu'on retrouve un Peter Parker plus proche du numéro 50, finalement, le Peter Parker un peu irresponsable, entre guillemets. Mais à côté de ça, voilà, la bonne nouvelle va arriver, puisque Gwen Stacy va venir le pardonner et puis ils vont officiellement se mettre ensemble dans cette histoire. Donc ça va lui permettre de respirer un peu et de ne se soucier plus que de sa tante, quoi, qui va à la limite refaire un malaise en voyant Mysterio à la télé, parce que visiblement elle n'arrive pas à tenir, hein, c'est très, très compliqué pour elle. Et Peter du coup va pouvoir aller s'occuper de Mysterio, l'esprit tranquille en quelque sorte. Un combat qui va se dérouler de manière assez intense, puisque le Mysterio est un ennemi très intéressant à mettre en scène. Il va faire usage de toutes ces techniques comment dire, de dissimulation, de coups théâtraux un peu assez intéressants. Et du coup, ça va finir sur un cliffhanger absolument dantesque aussi, puisque Peter va se retrouver à la taille d'une fourmi, en fait, avec un Mysterio prédominant, un peu comme ce qu'annonçait la première planche finalement. Et évidemment, on se doute qu'il y a un traquenard, on se doute qu'il y a un truc, parce que c'est un bon magicien ne révèle pas ses secrets. Mais on va pas le découvrir dans cet épisode-là, on le découvrira dans l'épisode suivant. Et puis ce qu'on peut noter en plus de ça, c'est la première rencontre en tête-à-tête entre Robbie et George, qui vont parler de Spider-Man et qui vont partager un peu leur amour finalement pour cette icône qui les a protégés comment dire, jusqu'à présent sans les lâcher. Et puis Norman qui va enfiler le costume du bouffon vert, voilà. Tout simplement en essayant de se rappeler petit à petit voilà, qui est Spider-Man, comment ça se fait qu'il ait toutes ces visions. Et du coup, ça va beaucoup rappeler la première scène de Spider-Man, le premier film dans lequel Norman se réveille dans son bureau. Et il y a Harry qui vient le voir, il est par terre, il ne sait pas ce qui s'est passé. Et je trouve qu'encore une fois, il y a vraiment un Sam Raimi qui allait puiser dans ces épisodes-là. Parce que là, c'est pareil, c'est un Norman Osborn dans son bureau qui a deux droits de se faire gauler par son fils qui arrive à Oscorp à ce moment-là. Et là, tu le vois en costume et tout. Enfin, c'est vraiment iconique, c'est vraiment top. Et voilà, on continue de voir le Spider-Man qui tisse sa toile avec deux doigts, mais cette fois de manière un peu plus claire et plus explicite, avec une pause comme sait faire John Romita. Et puis, Jonah va renvoyer Peter, qui est un freelance, hein, mais bon, il va le mettre à la porte une fois de plus, parce que, encore une fois, pour un manque de ponctualité, quoi. Voilà. C'est tout ce que j'avais. Je m'excuse parce que j'ai attrapé un bouquin pour l'épisode là bientôt. Je voulais juste savoir si tu avais évoqué le fait que Stacy et Robertson allaient rester en contact. Ouais, j'en ai Ouais, parlé un peu. J'ai pas dit qu'ils allaient rester en contact, mais qu'ils commençaient à se voir pour parler de voilà. Spider-Man.
Voilà. Et là aussi, tu vois, c'est qu'on sent d'une autre certaine manière un étau qui commence de plus en plus aussi à se resserrer sur son identité secrète, tu vois. Et sans qu'il le sache, moi, ça me donne l'impression qu'il commence gentiment à être acculé de toutes parts. On a bien dit acculé avec un A. Tout à fait. Et j'ai trouvé ça, voilà, super, super sympa. Et donc, je crois que c'est dans cet épisode, voilà, où Norman renfile le costume du bouffon. Et que Tante May retombe encore une fois dans les pommes. Là, ça va. C'est pas trop grave, mais genre, elle a vu Mysterio à la télé, quoi. Faut qu'elle arrête la télé. Elle est quand même fébrile, la vieille. Voilà, je pense qu'on peut passer à l'épisode suivant. Complètement. Qui sera le dernier épisode de la série régulière de cette intégrale, puisque nous allons parler de l'épisode 67, datant de décembre 68. Stan Lee, John Romita Senior au dessin et à l'ancrage Jim Mooney, ma petite Moumoune, comme on l'appelle dans le milieu. Comme d'habitude, une première page, mais sexy à souhait, avec cet énorme point de Mysterio qui s'abat sur un Spider-Man virevoltant qui l'esquive juste au dernier moment. Mon Dieu, qu'on aime Spider-Man pour ce genre de petits moments, pour cette agilité absolument exceptionnelle. L'épisode est extrêmement simple, puisque Spider-Man est pris dans son... j'allais dire, dans son illusion. Mais est-ce que c'est vraiment une illusion? En fait, pas vraiment. Et donc, il y a tout un tas de pièges qui vont arriver, et Spider-Man va devoir essayer, plus ou moins, de s'en échapper. Petite particularité pour moi sur la page 5 et la page 6. Je vais commencer par la page 5, où on a Spider-Man qui rentre avec tous ses miroirs, et je ne peux pas m'empêcher de penser à Bruce Lee. Est-ce que c'est le jeu de la mort? Est-ce que c'est Big Boss? Je sais plus, je sais pas comment s'appelle ce film, mais ça me fait vraiment penser à ça, où dans la scène finale, il y a tous ces miroirs, et tu vois Bruce Lee qui avance. Mais si je dis pas de bêtises, Planet Strange nous corrigera sûrement. Je crois que ce film est sorti après, au début des années 70, et donc après ces épisodes-là. Est-ce que ces épisodes-là ont inspiré Bruce Lee? J'en sais strictement rien, mais j'aime à le croire. Ce serait incroyable. Ce serait incroyable. Et j'aime beaucoup aussi sur la page 6 le travail en fait de l'ombre, tu vois, qui arrive sur la gueule de Spider-Man, qui fait qu'il a le visage quasiment tout noir, et je trouve ça absolument magnifique. J'aime beaucoup, parce que c'est ça aussi qu'on attend de Mysterio, c'est que tous ces petits pièges, en fait, ils aient finalement beaucoup de gueule, beaucoup de classe, et qu'à chaque piège, on a un Spider-Man, et surtout un Peter Parker extrêmement retors, extrêmement intelligent, et qui va réussir à s'en échapper à chaque fois, pour finalement se rendre compte qu'il n'est pas petit, mais que c'est Mysterio qui contrôle une espèce d'automate gigantesque, alors que Mysterio est caché, pas dans une citerne, enfin bon, il est caché quelque part, et il va aller le choper, il va lui coller une patate ou deux dans la tête, le démasquer, brûler son costume, et donc tout simplement s'en sortir. Et on va terminer avec ce cliffhanger absolument génial, puisqu'on se rend compte qu'il y a tout un tas de manifs dans New York, manif des étudiants. Et donc, ça fait forcément écho à cette année 68 qui a été emblématique en France, mais dans beaucoup, beaucoup de pays du monde, avec ces révoltes étudiantes, ce qui explique aussi la miniature de cette vidéo que tu n'as toujours pas vue. Mais je te la divulgue. Et voilà, puisque 68 aurait été une année d'énormes bouleversements et d'une certaine forme de libération pour beaucoup de choses. Je me demande qui de nous deux aura le rôle de Mélenchon sur la miniature. Aucun. Tu sais, il y avait pour qu'une manifestation soit réussie, il faut qu'il y ait des manifestants, il faut qu'en face il y ait des policiers, des CRS. On aura deux belles têtes de CRS. Vous l'avez déjà, du coup. Voilà, vous êtes des petits chanceux. Voilà. Mais des CRS de l'époque. Là, les costumes. Je serais qu'imaginer déjà. C'est mignon. Ça fait un peu Gestapo. Il fallait reconnaître que quand même les CRS de l'époque, ils avaient quand même une gueule. Ça faisait pas rêver. Hein. Et pourtant, les nôtres, elles vont faire rêver, bien comme il faut, je crois, à mon avis. Non, classique, tranquille. À chaque fois, sinon, oui. Si je voulais aussi noter un truc, le découpage, qui à un moment donné
est complètement fou, totalement, où on n'hésite pas à partir dans des diagonales. Et c'est pareil, c'est la première fois qu'on voit des diagonales dans un épisode de Spider-Man. Et donc, un découpage extrêmement atypique, extrêmement incisif, qui donne beaucoup de vitesse, de percussion en fait, à cette action, et que je trouve absolument génial. Et aussi, première apparition, si je ne dis pas de bêtises, de Randy Robertson. Tout à fait. Qui dit qu'il va rejoindre l'ESU, le Empire State University, là où il y a Peter Parker et tout. Qui est le fils du coup de Robbie et qui va avoir un rôle plutôt important dans les épisodes suivants. Alors je vais rien dire parce que je me souviens plus, mais en tout cas je sais que c'est un personnage qui sera récurrent en fait dans la galerie étudiante de Peter Parker, qu'on va d'ailleurs voir de mémoire dans le run de Nick Spencer aussi, si je dis pas de bêtises, qui est l'un des colocs de Peter. Lee Zebwells. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et donc, c'est la fin de cette intégrale. Merci de nous avoir écoutés. Ciao. Et non, il reste un annual, et un putain d'annual. Ah, c'est moi qui vais le faire. Oui, c'est toi qui le fais. Et j'en dirai un petit mot quand même, parce que cet annual est absolument merveilleux. Ah bah on s'était quitté sur un annual de merde, et là on tombe sur un annual absolument... Alors, je dirais pas qu'il est incroyable, on n'est pas du niveau des Sinister Six, par contre on est quand même bien placé niveau révélation. Ah, je suis pas d'accord. Ouais, bah ouais, non mais après, moi je suis spécialiste, donc ferme-la. Donc un épisode qui est scénarisé et dessiné par donc Stan Lee évidemment, mais par aussi son frère, du coup Larry Lieber, qu'on avait déjà vu sur la série dans un annual précédent justement, qui ici va vraiment complètement illuminer les planches. Je l'avais trouvé plutôt sympa dans les annuals précédents, mais là il va vraiment donner des résultats top avec toujours une fois ce découpage et cette mise en scène du personnage qui marche vraiment bien. Alors, a priori, Robita est aussi sur l'épisode comme consultant. Et je pense que il a dû consulter Lieber. Je pense qu'il a consulté de manière plutôt concrète sur pas mal de planches. Mais bon, il admettons. Il a dû lui mettre des taquets derrière la tête. Mais non, pas comme ça, putain. Ton trait beaucoup plus droit, connard. Et j'aime bien parce que c'est un début in medias res, comme on dit. Ouais. Puisqu'on est directement dans l'action. Et Peter se retrouve propulsé dans un pays du Moyen-Orient avec à ses trousses plusieurs personnages aux gueules patibulaires qui essaient de s'en prendre à lui. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop comment. Donc va s'enchaîner un combat absolument mémorable à l'issue duquel Peter va tomber dans l'eau, il va se prendre un coup va se prendre une balle en fait qui va érafler son visage, et on va revenir en flashback sur les événements qui ont précédé, sur le fait que Peter avait été tombé sur une malle dans sa cave ou dans son grenier qui contenait en fait des révélations sur ses parents, parce qu'il va découvrir qu'ils étaient agents secrets. Coupables d'espionnage contre les États-Unis. J'aime beaucoup parce que ça me rappelle un peu, là aussi, encore une fois, la mise en scène de Mark Webb dans le premier Amazing Spider-Man, dans lequel Peter va tomber sur une mallette qui contient les secrets de son père, enfin surtout de son père, du coup, plus que de ses parents. Et encore une fois, l'inspiration je trouve, de Mark Webb de ces épisodes-là, puisque c'est le fameux épisode des parents de Peter Parker. Ils seront finalement très peu évoqués dans la carrière éditoriale du personnage. Notamment, il y a un arc dans les années 90 dans lequel ils vont revenir, mais au final, on va découvrir que ce sont des personnages créés par le Caméléon. Enfin, voilà. C'est toute ma jeunesse, ça que tu évoques. Bah voilà, moi je les ai pas entièrement lus ceux-là, donc pour moi, pour le coup, je crois que tu as un coup d'avance sur moi. J'attends les intégrales. Non. Voilà, tu peux, ça a 30 ans, mais. Et du coup, c'est plutôt top parce que j'aime bien ce background. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand on revient sur les origines de Peter Parker, au-delà de son oncle. Il y a des gens qui aiment bien le statu quo simple et basique de Peter qui a vu son oncle mourir et basta. Et moi, je trouve que c'est évidemment important de revenir sur ça, puisque ses parents, c'était pas n'importe qui. C'était alors, selon les versions, c'était des espions, des agents du Shield, etc. Enfin, voilà, ils avaient en tout cas une importance toute particulière, et je comprends que ça plaise pas, puisque du coup, c'est des parents qui sont pas si communs que ce qu'on voudrait avoir pour un Spider-Man, qui est en fait à la base un super-héros ordinaire, en quelque sorte, un mec du monde normal. Là, ça le particularise un peu plus, ça en fait plus un super-héros à la Iron Man ou à la Captain America, qui a vraiment des origines quand même assez précises et assez atypiques. Mais pour le coup, je trouve que ça passe bien. Et en parlant de Captain America, évidemment, on va découvrir qui est le grand méchant de cet épisode. C'est nul autre que Crâne Rouge, qui va faire son retour, enfin son arrivée dans les pages de Spider-Man, mais qui évidemment
un personnage récurrent de la série Captain America. Et en fait, on va découvrir que voilà, les parents de Peter travaillaient pour lui, mais pas vraiment, puisque le grand reveal, c'est que du coup, ils étaient agents Des doubles agents doubles. au service des États-Unis. Voilà. Et du coup, ça, pour le coup, ça fait très James Bond. Ça fait très, voilà, très James Bond de Sean Connery, avec cette espèce d'entrée dans le grand repère du vilain, qui a son propre homme de main, cette espèce de brute épaisse qui n'est pas sans rappeler certains méchants de James Bond. Et franchement, ça donne lieu à un super épisode qui va être une espèce d'enquête pour Peter. Ça va le Des gadgets. délocaliser un peu. Comment? Plein de gadgets. Dans Plein le de trône. gadgets. Oui, 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 c'est vrai. Plein de gadgets. Dans le trône, il y a des mitraillettes. Sous sa chemise, il y a une espèce de système de rayon de la mort. Ouais, Très James Bond. tout à fait. Bah, un Des peu sur gardes l'écraseur aussi. automates qui essayent de foutre 2 coups de hache dans la gueule à Speedy. Ouais. C'est très inventif de ce point de vue-là. Il y a vraiment des très bonnes idées de mise en scène et ça donne lieu à un annual qui a fait date en fait et qui est vraiment top. Alors, je regrette peut-être la date, le reveal en fait, la dernière partie qui est très expédiée, je trouve, avec le fait que Peter tombe vraiment sur la carte qui stipule que son père n'était pas un espion mais bien un agent double. Du coup, d'un côté, on est content pour le personnage parce qu'il va pouvoir prouver l'innocence de son père, mais à côté de ça, ça arrive un peu vite et Crâne Rouge échappe assez rapidement à Spider-Man en fait, et voilà, c'est pas, comme je disais, c'est pas le plus incroyable d'un point de vue narratif. Par contre, en termes de global, d'importance dans la timeline Marvel et la timeline Spider-Man, c'est un épisode très important puisque c'est quelque chose qui va revenir. Enfin, on va pouvoir évoquer plus librement les parents de Peter par la suite, et c'était important de faire un point dessus. Et évidemment, ça marque aussi la fin des annuals avant plusieurs années, en tout cas avant leur retour plusieurs années après, puisque de mémoire, il n'y D'accord. aura pas d'annual avant, je crois, les années 70. Alors, j'ai peut-être une bêtise, mais il me semble que c'est ce qui était annoncé en préface. Et du coup, on finit finalement sur un annual de très bonne qualité. Voilà. Et c'est pas plus mal, parce que le dernier était quand même pas ouf. C'est quand même bien de le rappeler. C'était bien de la merde. C'était bien. C'était bien de la merde. Avec un gorille géant et puis une tête, mon frère. Ouais. On aurait dit mon cul. Alors, ensuite, que te dire? Bah non, mais t'as tout dit, donc voilà. T'es né en quelle année, toi? 72. Allez. Devine. Non, mais non, je veux pas m'amuser à faire des calculs. C'est Et on 95? va se détendre un peu là-haut. 95, c'est ça? 95, ouais. La saga du Clone. Ah ouais, oh la vache. Ouais. Et Pas donc, mieux. moi, mon petit kiki, en 94, Oh, j'achetais un Strange Spécial Origin. J'adorais les Strange Spécial Origin. Au dos de celui-là, d'ailleurs, on peut voir ce qui allait sortir. oh là là là. Oh là là, la masterclass. Excusez-moi, la masterclass. Balèze, Night hein. Fighter, Ça... cette série incroyable. Ah non. Non, je parle évidemment de Hulk Futura Parfait. Et attention, Night Fighter. Attention, les New Warriors. Si un Yes, jour ça sort en intégrale ou en omnibus, tu devras aller dessus. Ah, mais c'est un New Warrior, Night Fighter? Ça, bien sûr. Ah ouais. Ok. C'est un putain Je de les New connais très peu, Warrior. à part Speedball et puis Nova, je les connais très peu. Et ça c'est vraiment, vraiment du tout bon. Mais là n'est pas le sujet. Et donc, en janvier 94, pour 17 francs 50, vous pouviez partir avec ce Strange Spécial Origin. Et dans ce Strange Spécial Origin, vous aviez plusieurs histoires de Spider-Man, et vous aviez notamment, cet annual. Et donc, moi, c'était vraiment les années où je commençais vraiment à m'intéresser aux comics et à vraiment, vraiment aller de plus en plus loin, en fait, dans ma passion. J'achetais pas tout ce qui sortait parce que je n'avais pas les moyens, mais j'en achetais beaucoup. J'essayais aussi d'aller chez les bouquinistes pour retrouver des vieux trucs. Et donc, un Strange Spécial Origin, en fait, c'était pour moi la promesse à chaque fois d'avoir un petit retour sur des épisodes importants du personnage dans le passé. Et j'étais fasciné, en fait, d'avoir cet épisode-là, parce que pour moi, ça levait un voile qui m'était totalement inconnu sur les parents de Peter Parker. C'était pas tellement la réalisation de l'épisode, c'était le fait qu'il y ait d'un coup un voile qui se lève sur ces parents-là et que ce soit autant incroyable. C'était des agents secrets, c'était des agents doubles. Oh, ils bossaient pour Crâne Rouge. On parle pas de Joel Clodo. Crâne Rouge. Enfin, tu vois, moi, j'étais choqué en fait de lire ça. Je trouvais ça totalement
totalement incroyable. Et donc, c'est pour ça que quand j'avais vu en fait le dos de cette intégrale et donc cette couverture, j'étais pas sûr et certain en fait de ce que c'était, et j'étais ravi en fait de voir que c'était cet épisode et que du coup, bah voilà, quoi, je l'ai en double, grosso modo. La question est, est-ce que les traductions de l'époque étaient mieux? Je vous avouerai que j'ai pas spécialement regardé, mais ça fait D'une manière super plaisir. générale, elles étaient quand même très bonnes. Je trouve tout ce qui était chez Semic et chez Lug, c'était Ouais, quand ouais. même plutôt de bonne qualité pour l'époque. Vraiment. Et même mieux, je trouve, comparativement avec ce qu'on a dans les intégrales. Moi, ça m'allait bien. Et donc, bah voilà, t'avais un petit épisode comme ci, un autre épisode. Là, tu vois, tu le voyais aussi se friter contre le Scorpion. Donc, c'était l'occasion de voir un combat emblématique contre le Scorpion. Et à chaque fois, l'idée, c'était d'arriver sur différentes époques du personnage. Et évidemment, à la fin, il y avait le petit truc que j'adorais. Ouais, les fiches euh, personnages. voilà, qui te permettait là aussi, de lever le voile sur tout un tas en fait de pans de l'univers Marvel que je connaissais pas. Qui est Namor, qui est Stranger, l'étranger, et tu disais ça et tu trouvais ça incroyable et tu voyais en fait des liens entre les différents personnages. C'était génial. Et époque bénite. Et voilà, et puis pour L'époque bénite? oui, tout à fait, une époque bénite. Bénite? Béni? Béni. Béni, ce sera bien suffisant. Fatiguez-moi. Mais d'abord, elle est pour toi celle-là. Ah non, merde, c'était pas lui. Je peux pas le dire. Je peux pas le dire. Un cheveu sous la soupe. Alors, Ah, elle était belle celle-là. Ça arrive à tout le monde. Qu'est-ce que je voulais dire sur cet épisode-là? Un épisode, ouais, bah voilà, que j'ai vraiment aimé. Et je suis un peu déçu, tu vois, que tu me dises qu'ils en aient pas fait grand-chose après. bah, de mémoire, ça revient pas avant les années 90. Après, je me trompe peut-être, parce que je ne les ai pas tous en tête, là, mais de mémoire, ouais. Enfin, en tout cas, ça n'a pas un rôle de premier plan avant les années 90, ça c'est sûr. D'ailleurs, époque à laquelle, dans la série animée de 94, il y avait aussi un double ou triple épisode sur les parents de Peter, qui pour le coup n'étaient pas, alors forcément, hein, on se colle à son époque, mais n'étaient pas des agents du Moyen-Orient, mais des agents de l'URSS, de la Russie. Et ça reprenait un peu, alors ça brodait encore plus autour, mais ça prenait la base de cet annual pour faire ces épisodes-là, en tout cas. Et voilà, c'est un peu la décennie des parents, quoi, les années 90. Ils vont être confrontés aussi à Venom, du coup, à l'époque, voilà, dans le numéro, je crois que c'est dans le numéro 375, chose comme ça. Enfin, bref. Ouais, c'est vraiment à ce moment-là, quoi. Puis D'accord. récemment, bah, pareil, on n'en a pas parlé plus que ça, quoi. Ah non, c'est la mère de Tony Stark. Oui, ouais, pour Iron Man. Ouais. Mais pour Spider-Man, il n'y a pas eu de, non, il n'y a pas eu de retour des parents là. Même pour l'époque du film de Amazing Spider-Man, il n'y avait pas eu de. C'est à l'époque où on pouvait dissocier les comics des films, donc ça c'était cool. Mais il n'y avait pas eu de retour non plus spécifique des parents de Peter. Ouais. Ouais. Grosso modo, qu'est-ce que tu as pensé de cette intégrale? C'est une très bonne intégrale qui consolide les acquis des intégrales précédentes. Alors c'est un discours que je vais tenir souvent, mais je trouve que pour le coup, il y a pas de chute dans le run de Stanley et John Romita pour le coup. Il n'y a pas non plus de pinacle passé 1967, je trouve. Il y a quelques épisodes très cool, notamment vers le 100e épisode, on en parlera à ce moment-là. Mais pour moi, il n'y a pas de. C'est ni mieux ni moins bon que ce qu'on a eu. En fait, pour moi, c'est vraiment la droite lignée. Si vous avez aimé les précédentes, vous allez aimer celle-ci. Il ne faut pas s'arrêter là, clairement pas. C'est vraiment, encore une fois, on récupère le résultat de ce qu'ils ont mis en place dans les épisodes précédents. Mais il n'y a pas non plus de truc où tu te dis, waouh, c'est une intégrale exceptionnelle, mémorable. C'est une super intégrale. Vraiment, juste, voilà, c'est une super intégrale. Il y a des éléments marquants comme le couple Peter-Gwen qui prend forme, l'arrivée de George Stacy, etc. Mais ça reste quand même dans la lignée. Voilà. Pour moi, c'est un très très bon cru. Ben, oui, je suis. Évidemment, de toute façon, ça c'est factuel. Il n'y a pas de grands trucs, il n'y a pas de grands bouleversements, mais c'est une année de préparation où il y a tout un tas de choses qu'on voit en fait se mettre en place. Comme je le disais tout à l'heure, on sent que la machine, ça y est, quoi, elle est bien huilée, ça tourne à plein régime. Ils ont trouvé vraiment leur rythme de croisière avec. Même quand Romita n'est pas là, d'ailleurs. Même quand Romita n'est pas là. Ou pas trop là. Et ça permet, voilà, on a vraiment ces arcs qui arrivent. On a de temps en temps ensuite un petit épisode un petit peu tout seul, mais
qui sort pas d'un trou du cul, quoi, tu vois. C'est toujours vraiment dans la lignée, comme l'épisode avec le robot de J. Jonah Jameson, l'épisode de l'évasion. À chaque fois, tout est tellement bien inséré, tout est tellement naturel, organique, que du coup, en fait, tu enchaînes les épisodes d'une manière vraiment, vraiment extrêmement naturelle. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et je pense qu'il faut aussi bien garder ça en tête, c'est que c'est absolument pas gagné encore ce type de construction, même à notre époque. On a encore à notre époque beaucoup, beaucoup de scénaristes qui fonctionnent par arc, c'est très arrêté. Après, pof, il passe sur autre chose. Donny Voilà. Cates, si tu nous regardes. Exactement, je pensais effectivement à lui. Mais comme d'autres, après, Oui, c'est oui, peut-être bien sûr. aussi le marché qui a changé, qui a évolué, qui nous pousse peut-être à aller vers ça. Mais moi, je reste un fervent, pas défenseur, mais admirateur en fait de cette manière en fait de penser un univers partagé, de penser une construction de personnages. Et c'est pour ça que je préférerais toujours les runs aux one-shot ou aux Elseworlds. Où je trouve que bien souvent, alors il y a des trucs exceptionnels, hein, genre Kingdom Come par exemple, bon, voilà, tu vois. Mais à côté de ça, je trouve que on n'a jamais vraiment le vrai talent d'un scénariste que quand on le voit sur une vraie durée, en fait, avec un dessinateur qui lui convient, qui répond vraiment à ses attentes, et quand il peut vraiment pleinement explorer le personnage comme il en a envie. Et c'est pour ça que pour moi, les runs seront toujours mieux que les one-shots ou les Elseworlds. Après, je peux comprendre qu'on aime l'inverse, hein, pour tout un tas d'autres raisons totalement valides, il n'y a pas de souci, hein, pas envie de s'investir trop, pas envie de tomber dans des histoires qui durent 30 ans, envie d'avoir un récit court et bien ficelé. Là, pour le coup, c'est le contre-exemple parfait et c'est ce que j'aurais tendance à montrer aux gens qui, justement, sont pas très fans des runs ou qui sont assez réticents à l'idée de se lancer dans une histoire comme ça. Là, vraiment, on en a pour son argent. Un one-shot, on te raconte une histoire. Un run, on te raconte le personnage. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est autre chose. Alors, tu as des one-shots qui vont t'en dire un petit peu plus sur le personnage, mais ça ne pourra jamais, jamais, jamais égaler ce que fait un run, parce que Ouais. ça n'a rien à voir. Moi, je suis d'accord avec toi, j'aime voir des scénaristes en fait se confronter à cette problématique du run. Tom King, que j'aime sur toutes les mini et les maxi-séries, le seul run que j'ai lu de lui, pour moi, ça a été une catastrophe. Je redonnerai une chance à son Batman River, c'est sûr, mais pas tout de suite, c'est sûr aussi. Mais voilà, il y a des gens qui sont, j'en suis certain, pas forcément doués pour écrire des runs. Ça c'est sûr. Ouais, et puis après, c'est bon de le savoir aussi, mais au moins ils auront testé, quoi. Est-ce qu'on ne finirait pas traditionnellement en regardant ce qui nous attend pour 1969 ? Et puis après, on va couper, puis je t'embêterai pour qu'on le lise assez vite. Et je te cache pas que bon, je l'avais déjà regardé, et j'ai été très surpris. J'ai été très surpris en voyant les covers. Ah là, J'ai par l'édition contre, on n'a pas 50 la ans. même. Ouais. Ouais. Et toi, c'est toujours des bonnes colos à l'intérieur ? Moi, Ça non. va. Hein. C'est pas. Ouais, bah après, je pense qu'on a les mêmes pour le coup. Et j'étais très Ouais. étonné de voir qu'ils n'avaient pas corrigé les colos pour le coup pour celle-ci, tu vois. Parce que Mm. moi, je me suis arrêté à là parce que pour le coup, j'étais assez satisfait grossièrement des couleurs de cette intégrale. Mais parce qu'ils avaient enfin, en fait, j'ai viré toutes celles où il y avait la trame, c'est-à-dire cette espèce comment dire, de page de pointillés qui était derrière Ouais. les personnages, et j'ai gardé que celles où ça allait, tu vois. Et pour le coup, celle-là, ça allait. Mais finalement, bah, visiblement, ils n'ont pas corrigé ça dans la réédition. Donc, je suis assez étonné. Mais en vrai, ça va. Ça va quand même. Et donc, là, on ira ensuite sur les épisodes 68 à 79. On Ouais. n'aura pas d'annual, mais on aura un Marvel Super Heroes. Ouais. En fait, c'est des extraits d'Annual, ouais, c'est ça. D'accord. Des extraits d'épisodes d'épisodes d'à côté, en fait. Et donc, à première vue, déjà, le caïd va revenir. Va y avoir Ouais, un petit épisode avec Vif Argent. tout à fait. Hop, je ferme cette fenêtre qui vient de pop. On va avoir du lézard, beaucoup de Et mon lézards, et on petit va avoir. préféré, le Comment il rôdeur. s'appelle ? Le rôdeur. D'accord. Ça, c'est très intéressant. Parce que de mémoire, c'est des épisodes qui sont assez cool. La nuit du rôdeur. Ok. Eh ben, Tu j'ai connais le hâte. rôdeur? De nom,
Je l'ai peut-être vu passer. Alors, en toute honnêteté, moi, la gueule me fait penser à l'oncle de Miles Morales. Bah, en fait, c'est ça. C'est que dans la version Ultimate, ils en ont fait l'oncle de Miles Morales. Du coup, ils ont un peu Putain, je suis réinterprété quand le même personnage. pas mauvais, les mecs. Je suis pas un Ouais. spécialiste, mais on en est pas loin, hein. Et à la base, de mémoire, c'est très différent. De mémoire, c'est pas le personnage alors c'est Aaron Davis, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est autre chose. Enfin, ou alors si c'est peut-être lui, mais enfin bref, tu verras. Faut que je les relise aussi parce que ça remonte à loin. Mais en effet, il y a le Cade et puis il y a cette magnifique couverture où tu as Spider-Man qui est pris dans la lumière d'un projecteur de la police avec tous les flics. Magnifique. Enfin, c'est dans la lignée des couvertures précédentes, hein, de toute façon. Magnifique. Ouais, enfin, ouais, j'ai vraiment hâte, hein. Vraiment. Et puis, j'ai hâte aussi pour une raison tout à fait symbolique. Ce sera la dernière intégrale des années 60. Tout à fait. Et on aura fait un bon petit parcours quand même, je trouve. Et on aura fait un bon petit parcours, mais ça, j'attendrai la prochaine intégrale pour nous féliciter. Et parce que mine de rien, on réussit quand même à avoir un bon petit rythme et à vous faire voyager au travers de l'histoire de Spider-Man, à travers les décennies. Bénite. Cette couverture là aussi, il faudra qu'on en parle, mais elle est incroyable. La couverture avec les étudiants derrière. Enfin, voilà. Plein de Ouais, trucs qu'on aura à dire, ça va être top. absolument. C'était Eh bien, tout pour écoutez. Hey, toi, t'avais un petit fourreau? Et ouais. Et à l'époque, ça coûtait, je sais plus, mais ça coûtait pas 36 balles, ça coûtait 30 balles, je crois. Ouais, c'était déjà bien, hein. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois qu'on peut mettre un terme à cette émission consacrée à l'intégrale Spider-Man 1968. C'était une fois de plus un privilège, mon cher ami, de pouvoir partager cette expérience avec toi. On vous dit pas très bientôt pour 1969, mais on vous dit à très bientôt quand même. Calme-toi, j'ai Spencer à finir. Il a Spencer à finir, il a du Hulk à lire. Et j'ai du Hulk parce que je prépare un live Hulk. Voilà, donc il faut que... Ouh là là, ça tease. Oh là là, c'est teasé. Oh, ça y est, c'est dit. Fun fact, je ne serai pas invité. Non. Bah non, évidemment. Pourquoi s'emmerder? C'est comme si tu faisais un live Aquaman et que t'invitais Oz, tu vois, c'est complètement con. Est-ce que j'ai teasé un live Aquaman? Peut-être, je sais pas. Peut-être. Allez savoir. Mais ce sera avec un plaisir évidemment tout particulier, comme d'habitude. Et puis encore une fois, un grand merci aux gens qui suivent l'émission. Ouais. Je prends un plaisir certain à lire les interventions de tout le monde et les contributions de chacun qui sont toujours aussi éclairées et éclairantes. Voilà. Et j'en profite pour signaler que Planet Strange a ouvert une chaîne YouTube. Voilà. C'est là où je voulais en venir. Tous les autres, vous n'êtes pas intéressés. Mais... Non, mais c'est pas. En fait, parce qu'on se l'est dit souvent, en fait, que les interventions de Seb dans les commentaires, même quand on le voit en live à gauche, à droite, c'est absolument hyper intéressant, c'est toujours pertinent et c'est toujours un plaisir en fait de l'écouter parler de comics. Et quand j'ai vu passer hier l'info comme quoi ça y est, il ouvrait sa chaîne YouTube, et j'ai trouvé que c'était super cool et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va nous dire, de voir ce qu'il va produire comme contenu. Le lien sera en description à la fois de la chaîne d'Anto et la chaîne de Planète Strange et je vous invite à aller vous abonner aux deux, à les suivre parce que c'est des personnes très très bien. Voilà. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous dis à très bientôt avec mon ami Anto pour 1969. Et comme dire Anto, à bientôt. Je le dirai pas, c'est pas ma chaîne. Allez, à bientôt sur sa toile. Bouh. À plus, bisous, salut.